the schedule is so tight for all of us, especially our invited eminent guests. Ladies and gentlemen, on behalf of the AADFI Secretariat, I wish to thank you all for attending the opening ceremony of the Association's annual workshop, this time being held in Malabo, Equatorial Guinea. We recognize all eminent personalities in this room. We are happy that so many of you have traveled so long distance to attend this year's annual meeting in Equatorial Guinea. We would also like to thank the Financial Sector Development Department of the African Development Bank, which co-organizes this meeting each year with us. The theme for this year's workshop, as you all know, is as follows. There will be a welcome address by Mr. Fortunato Ofambo Nchaba, President of the Banque de Développement de l'État Afrique Centrale. Then Mr. Lucas Meso, CEO and Executive Committee, member for East Africa, who is representing the ADF chairman, will also take the floor. Then we come to Mr. Pierre Gislin, Vice President of the African Development Bank, will deliver a keynote address to open this workshop. Lastly, we shall be expecting the Minister in charge of regional integration in Africa of Equatorial. Ladies and gentlemen, I have the pleasure to invite Mr. Fortunato Nchaba, President of the Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale, to deliver his welcome address. I thank you for your kind attention. En vos rangs et grades distinctifs. Au nom de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC, j'ai l'honneur de prendre la parole devant vous dans le cadre de la présente cérémonie d'ouverture des travaux de notre association. À cette occasion, permettez-moi de présenter mes chaleureux et vifs remerciements au président et au secrétaire exécutif pour avoir bien voulu accepter que la BDAC parraine les présentes assises. Je voudrais également exprimer ma sincère reconnaissance à l'endroit du gouvernement de la République de Guinée équatoriale qui nous a offert l'hospitalité. Je voudrais souhaiter une bienvenue en Afrique centrale, en République de Guinée équatoriale et à Malabo, sa capitale. Nous sommes ici réunis dans le cadre de la 45e Assemblée générale ordinaire de l'association. Ces assises devraient ainsi constituer une étape importante dans le fonctionnement et qui les touche, ainsi que le secteur du financement et du développement. Ce devrait également être le lieu de faire le bilan de nos activités et de trouver des synergies communes pour renforcer les capacités de nos institutions pour les rendre plus efficaces et plus efficientes. Pour ce qui nous concerne, nos attentes sont nombreuses au regard des sujets inscrits à l'ordre du jour. En effet,
le thème central de nos échanges concerne l'intégration régionale en Afrique. Et cette année, avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, ce choix se justifie largement. Nous le savons tous, le contexte géopolitique et historique après les indépendances sur les bases d'entités héritées de la colonisation se sont conclus par des échecs. Cependant, mis en place après 1990, le nouveau groupement se fonde sur des mutations organisationnelles, structurelles et institutionnelles contraignantes, dans lesquelles l'extérieur joue un rôle déterminant. Toutefois, cette approche qui garantit une intégration institutionnelle peine à favoriser le brassage des populations qui aurait engendré une véritable intégration culturelle et économique. En Afrique centrale, l'intégration économique constitue donc un grand défi, vu que les échanges intra-régionaux ne concernent qu'environ 3% du commerce extérieur du pays. Il nous reste donc un très long chemin à parcourir pour pouvoir intégrer véritablement nos économies. À cet égard, les institutions sous-régionales et régionales de financement et de développement doivent prendre toutes leurs responsabilités dans la mesure où elles ont justement été créées pour servir de relais auprès des États. En référence à l'analyse du passé, l'une des causes de l'échec des processus d'intégration antérieurs se trouve dans la marginalisation des réalités régionales. Les approches d'intégration étaient trop souvent astreintes et spatiales, alors que des régions cibles auraient pu constituer des bases d'action transnationales pour une nouvelle dynamique. Dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, la stratégie d'intégration a conduit à l'élaboration d'un programme économique régional PER. Le schéma d'intégration retenu par les États repose sur la promotion et le suivi d'une convergence nominale et réelle, ainsi que sur une coordination des politiques sectorielles, susceptibles de favoriser la création d'un marché unifié mieux inséré dans l'économie mondiale. C'est ainsi que dans le cadre du plan stratégique 2017-2022 de la BDAC, nous avons retenu, entre autres, le financement de projets intégrateurs parmi nos 5 objectifs stratégiques opérationnels. Nous sommes donc disposés à partager avec vous notre expérience en matière d'intégration dans la sous-région. De même, nous comptons mettre à profit les expériences des autres institutions sœurs pour enrichir nos réflexions et réorienter nos démarches. Mesdames et messieurs, honorables invités, que nous allons avoir des échanges fructueux. Et voilà donc quelques pistes de réflexion et mutuellement bénéfiques. Je formule donc le vœu que cette 45e Assemblée générale soit l'occasion pour notre association de franchir un nouveau cap. C'est sur ce mot que je demande à tous les participants la plus cordiale bienvenue à Malabo et je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Monsieur le President. I have the pleasure also to invite our Deputy Chairman, Mr. Lucas Meso, Chief Executive, and a member of our Executive Committee to take the floor. Thank you. Good morning. Bonjour. His Excellency, the representative of the government of Equatorial Guinea, the representative
of the chairperson of the African Union Commission, the Honorable Minister in charge of Economy and Finance of Equatorial Guinea, Mr. Pierre Ghislain, Vice President, Private Sector Infrastructure and Industrialization of Africa Development Bank, Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps, Mr. Fortunata Nchama, President of the Development Bank of Central Africa, distinguished colleagues, Mr. Joseph Amihere, the Secretary General of ADFI, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm delighted to welcome you all to this year's annual workshop, which is part of the activities of the General Assembly of the Association of Africa Development Finance Institutions. The theme of the workshop, which is jointly organized with the Financial Sector Development Department, PFID of the Africa Development Bank, FDB, is Integrating Africa, the role of development finance institutions. Before I proceed with my address, I would like to thank the government of the Republic of Equatorial Guinea for the opportunity to host this year's annual meetings in Malabo. Our appreciation goes to the Honorable Minister in charge of Economy and Finance of Equatorial Guinea for honoring us with this presence at the official opening of this workshop. Let me also express our deepest appreciation to the President of the African Development Bank and his team for the continued partnership and support to ADFI and African DFIs. We really acknowledge the bank's support to ADFI and in organizing this, its annual General Assembly activities. We also thank you, Mr. Vice President, for the partnership we have had with your department. I would also like to acknowledge Mr. Fortunata, the President of the Development Bank of Central Africa, for accepting to host this event. We thank your board also for the continued support. You will agree with me that the agenda of integrating Africa is most critical now in the history of our continent's development than ever before. The idea of integrating Africa could be traced to the legacies of our founding fathers, whose focus were building a united continent. Today, regional integration has continued to be key aspiration of African countries and of strategic importance in achieving sustainable development and growth in the continent. As a result, in the recent years, concerted efforts have been channeled by major stakeholders to speed up the process of regional integration in Africa. Such initiative as the Continental Free Trade Agreement is commendable. The African Development Bank, a borderless continent that enables agricultural and also attached great importance on industrial production across national boundaries, is the foundation of a globally competitive African market because it would offer economies of scale to investors while creating a much bigger market and providing new opportunities for small and large firms. It would also help eliminate monopoly positions and enhance cross-border spillovers between coastal and landlocked countries. Ladies and gentlemen, African Development Finance Institution, DFIs, comprising of national, regional, and sub-regional, have a great catalytic role to play in driving the process of integration and in achieving the objective of an integrated continent. We are therefore happy that FDB chose the theme, Integrating Africa, for its 2019 annual meetings.
It's also within this context that ADFI chose to align its conversation during this workshop to the agenda of the regional integration. That's the theme of our 2019 annual OGA and ways for DFIs to advance their commitment to regional integration agenda. The workshop will x-ray the important role of DFIs, particularly regional and sub-regional DFIs, in facilitating free movement of goods, services, people, and trade across borders. Moreover, the African DFIs are expected to be the key strategic partners of FDB within the context of the bank's new DFI strategy in promoting integration in Africa. The workshop will therefore discuss how such partnerships can be leveraged to advance this cause. Ladies and gentlemen, distinguished guests, I thank the Honorable Minister in charge of the finance, and I also thank the other guest speakers and panelists for accepting to share their wealth of experience on this subject. We look forward to a fruitful deliberation. Thank you very much, and stay tuned for a good workshop. For all those ones who are here, please feel free, participate. We want to get your ideas and see how we can advance the cause for development finance institutions in Africa. Thank you very much. Thank you, Mr. Lucas. Merci, Monsieur Lucas. As I welcome the Vice President himself, who is in charge of that division. He's here today also to present to us the keynote address which will shape the discussions of our deliberations in the workshop. I have the pleasure to invite Mr. Pierre Gersten to take the floor. Thank you very much. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be here this morning. Excellency, it's very good to have you here. For us at the African Development Bank, ADFI is an important partner, and having so many of our financing partners in the room here together for our annual meetings and for this meeting of the ADFI. So, as you know, and has been mentioned before by other speakers, regional integration, integrating Africa, is the theme of the African Development Bank's annual meetings, but also of ADFI's meetings here, annual workshop here today. What I'd like to say is maybe how important this topic is and why we should kind of spend time to think about how each of us in our own organization can contribute to it. In the end, when you look at what the opportunities are for continued growth, development, and inclusion on the continent, increased integration is definitely one of the key elements. And, other speakers have mentioned already the importance of the Continental Free Trade Area that came into force only a week ago, on May 30th. Still has a few members to join, to sign, and which is absolutely key for accelerated growth and development on the continent. We need to break open these 54 national borders. Most African countries are just too small to be attractive as destinations of investment. They're too small unless they open up, integrate, and provide access to much broader markets. So regional integration is, I would say, a critical driver of accelerated private investment, which is what many of us here are, of course, doing day in, day out. We are financiers of investment. So at the same time, we're seeing that lots of trade agreements have been signed at continental, regional, sub-regional level, but
implementing them, making sure they become a reality for operators, for businessmen and women, is the real challenge. It's one thing to agree at high level, to sign a document. It's another top 5 priorities. One of them is Integrate Africa. And so last year, the theme of the annual meetings was Industrialize Africa, another high 5. The year before, it was Feed Africa. So this year, it's Integrate Africa. And it is a good year to have that as a theme just 1 week after the entry into force of the Continental Free Trade Area. What does our Integrate Africa strategy entails? What are the highlights of this strategy? We have, in our Integrate Africa strategy, 3 main pillars. The first pillar is connectivity. It is very hard to integrate a continent, to connect countries if you don't have roads, telecommunications, connections. Absolutely critical. And here, it's clearly one of the core areas that the African Development Bank has been engaged in since its establishment in 1964. We have financed projects like different sections of the Cape Town to Cairo road, the last one being in Tanzania. We have Walvis Bay in Namibia, we have Dakar, Bamako, we just inaugurated the Senegambia Bridge, which we finance and helps connect West Africa, and particularly Gambia with Senegal, etc. So regional infrastructure is really one of our core business areas, one that we have invested in and will continue to invest in heavily. That's the first pillar of our Integrate Africa strategy. The second pillar of our strategy is trade and investment. And so here, among the activities that we have kind of undertaken is we just provide a $4.8 million grant to the establishment of the Secretariat of the CF. But we've provided a grant of close to $5 million to help establish the Secretariat, help kind of start working on the initial rules and procedures, etc., that will help translate this important agreement into practical reality. We also do, on the trade side, we work a lot on cross-border trade, on helping smooth cross-border trade, single integrated one-stop shop, one-stop border post, etc. So that's we have a big kind of trade agenda, not so big, but we have an important trade agenda, I would say, that definitely we need to continue to develop. One of our priorities moving forward is also to help the 54 member countries, or at least those that want our help, in taking the necessary measures to effectively implement this free trade agreement. So pillar 2, trade and investment. Investment, clearly, it's part of our queer bank, and we're financing investment as our core activity. And we think that private sector investment in particular is of significant importance to achieve integration. Why? Because it is by having companies from one country investing in another country, well, that helps establish links between the 2 countries, that help the country, that will really establish business relations, trade, and provide some anchor and supply chains, etc. So we think that the investment part, the role of the private sector, is particularly important in this area. The third pillar, the financial sectors, but you need a much more integrated financial system where banks and non-bank financial institutions from one country can do business in another country, where you can have cross-border service delivery and activity. So for us, regional integration is important, and it goes way beyond the traditional trade agenda. It touches on connectivity, it touches on the financial sector, it touches also on private sector and investment more generally. So we think that African DFIs, whether they are national, sub-regional, or regional, have also a key role to play in financing how critical, how core it is to our own development agenda at the African Development Bank, and how important the role of African DFIs is in supporting the actors of this integration. The second point I'd like to make is really to reflect on the African DFI, the Association of African DFI, ATFI itself.
As you may know, I think someone referred before that this was the 45th assembly of ATFI. But the first meeting of ATFI, the first meeting that led to the creation of ATFI took place in August 1969, 50 years ago, in Freetown, Sierra Leone. And that was the very first meeting of executives of African development banks. It was convened by the African Development Bank, and it led to other meetings in Abidjan in May 1970, where banks of 23 African countries were already convening together to look at how best organize and structure continental of ATFI, and to its first General Assembly in Dakar in May 1975. And so we may wish to reflect on this 50 years since the Freetown meeting of August 69, which was really the first one, where many of us met to see how best we could come together to support Africa's development. So, one of the things that we want to do here during this day is continue to work on how we can best partner with one another, African Development Bank and yourselves, but also yourselves amongst each other, or with other partners, whether it's national to national, national to regional, sub-regional. It's kind of how can we tighten this, this partnership. So, regional integration from that point of view is an absolutely important dimension, and one that should have a day-to-day reality for all of our organizations. In terms of what we can do as development finance institutions to support this regional integration agenda, I think we can probably, of course, the first one, as I mentioned already, is financing investment that supports regional integration, financing investors, incoming or outgoing, that help create cross-border links. But beyond that, I think also we all have a role to play in helping establish an enabling environment that is more conducive to private sector investment and competition. As financiers of development, we know what challenges our clients face. We are also, as development finance institutions, close to our governments and policymakers, and we have an ability to influence policy into more friendly, investment-friendly environments. So, another area that is of particular importance, and I touched upon it as part of the third pillar of our high five, is to really mobilize resources from capital markets inside and outside Africa. And that's something that we clearly at the African Development Bank want to do much more of. We think there's a significant potential to draw also institutional investment money from across the world, very little of which today comes to Africa. So in the past, we have supported African DFIs through various means, including equity, lines of credits, technical assistance, etc. Moving forward, we will continue with this type of assistance, but we've also developing a more strategic agenda, in a sense, where I think it's important for us to find a way to use our limited resources. And small parenthesis, we are in the midst of a general capital increase, and we hope that our governors will continue to support this effort, which we hope to close by September or so of this year. So currently we have stretched resources, so we have to be very careful in the way we deploy them. And we are trying to see how best to provide our support to the other DFIs, to the broader ecosystem of which you are part. And we see three main pillars or main dimensions or aspects of the support we can provide. The first one, which basically touches all of you, is more structured support
on knowledge generation and dissemination. There are lots of lessons and lots of experience and expertise and insights that all of us as development financiers develop as we do our business that could be shared more effectively across organizations. And so we are keen to be, in this sense, a connector of knowledge. We're keen to help generate new ideas and to help spread those around. And so that is something that should benefit all members of ADFI. The second one is technical assistance and capacity building. Clearly, to perform our mandates as financiers of development, we need to strengthen our own organizations, and that, and in particular for a number of the national DFIs, there's a lot of work that remains to be done in areas such as governance, performance, operational management, etc. And so we are also keen as African Development Bank to help with capacity building. And finally, we still have, of course, we're a bank, and we still have the financing window, which is the third window, which we can only deploy very selectively. So some organizations that are most complementary to the African Development Bank will continue to benefit from our direct financial support through equity or debt. And so there are multiple criteria that come into that, but for us, the biggest driver of our selectivity, the decisions on which partners we can finance directly is really the impact potential, the potential of generating impact through those interventions. So in a few words, I just want to reassure you of the African Development Bank's continued commitment to the Association of African DFIs. I want to reassure you of our continued intention to work with all of you directly or indirectly. Not all of you will or may have access to our financing, but all of you should have access to certainly our knowledge and our capacity building approach. So we think DFIs have a critical role to play in Africa's development. We think DFIs have a Thank you very much, Mr. Vice President. I think as we heard from him, he has just gone through the axis of integration for us to reflect upon and also talk about AFDB relations with ADFI. We thank you very much. I think the minister has excused himself and he'll be joining us later. But for the meantime, because our time is very, very much constrained, okay, ladies and gentlemen, we are happy our minister has joined us again. At this juncture, we are very pleased to welcome him back, and I have the single pleasure to invite him at the same time to the podium to deliver the opening address. Mr. Minister, in charge of integration, regional integration, you have the floor. I don't know whether you will sit down or come here. Which one is better for you? Okay. Buenos días a todos. Bonjour. Señores gobernadores de los bancos centrales, señores representantes de los organismos gubernamentales encargados de promover la integración, distinguidos invitados. Antes de continuar, permítame desearles en nombre del presidente de la República, Su Excelencia Obiangema Mbasogo, de su gobierno territorial, acoge esta 46ª Asamblea General del Banco Africano de Desarrollo en un momento decisivo para las economías de los países africanos. En efecto, los acuerdos de Kigali, firmados en Ruanda, en el marco
en marzo de 2018 sobre la zona de libre intercambio comercial en el continente africano han entrado en vigor el pasado 30 de mayo del presente año, abriendo paso a un nuevo dinamismo en las relaciones comerciales continentales y en el conjunto de las economías africanas. Este nuevo comienzo marca una revolución en las relaciones comerciales anteriormente limitadas a las comunidades económicas regionales africanas para extenderse ahora a alcanzar una estabilidad económica duradera. Esta estabilidad económica y un desarrollo duradero no serían posibles sin una verdadera integración regional, razón por la cual es imperativo la realización de este proyecto de integración. La integración regional constituye, en vista de la tendencia mundial, la base de todo el desarrollo continental y es la llave de la realización del desarrollo sostenible y del crecimiento del continente africano. La Unión Africana, en ese sentido, ha puesto en pie el proyecto de unificación de las comunidades económicas regionales en África para unir los pequeños grupos y convertirlos en grandes y sólidos bloques. En África Central, precisamente, el proyecto de unificación de las comunidades económicas regionales está en proceso de realización entre la Comunidad Económica de los Estados de África Central, CAC, y la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, CEMAC, y la Comunidad de los Países de Grandes Lagos, para formar una única y sólida comunidad en África Central. Esta estrategia de unificación de comunidades permitirá encontrar soluciones eficientes a los problemas a los que el continente africano se enfrenta desde hace décadas y alcanzar una integración regional completa que permita un desarrollo sostenible para lograr los objetivos de desarrollo del milenio. Es en este preciso momento que las instituciones financieras africanas de desarrollo están llamadas como principales socios estratégicos del Banco Africano de Desarrollo a implementar a través de todos los medios de los que... Por lo tanto, estas instituciones deberán jugar un papel primordial para acelerar el proceso de integración y, por qué no, ser el centro de este movimiento, contribuyendo a priorizar la financiación de proyectos de carácter integrador, puesto que ellos constituyen uno de los pilares indiscutibles de la integración regional. En gran dimensión, la integración africana. En el transcurso de las presentes asambleas, los representantes de las instituciones financieras africanas, es decir, los directores regionales y cuadros de las instituciones financieras de desarrollo, los funcionarios de los organismos gubernamentales africanos encargados de promover la integración en el bienes y servicios y del comercio en todo el continente y además examinar en profundidad los diferentes métodos que podrían mejorar y hacer más sólida su colaboración con el Banco Africano de Desarrollo para la realización de proyectos estratégicos. La sinceridad de nuestras ideas, basadas en los datos que reflejan el comportamiento real de nuestras economías, constituirá un medio importante para obtener los resultados esperados de esta asamblea y dará un nuevo aliento esperanzador para el continente africano en general y para nuestros estados en particular. En el proceso actual de diversificación económica de nuestros estados, es importante que las instituciones financieras de desarrollo aporten a los países todo el apoyo necesario a fin de limitar la dependencia con el exterior y reforzar el consumo de nuestros propios productos. Uno de los objetivos principales de esta asamblea debe ser deseo, éxito
en las deliberaciones de esta Asamblea. Viva la cooperación financiera, arriba la integración africana, arriba la República de Guinea Ecuatorial. Thank you, Mr. Minister. In fact, we have enjoyed your address, and we are very grateful that you have been with us. This is in charge of regional integration in Africa. I have also the pleasure to recognize another dignitary. He is the president of the Economic Community of Central Africa Parliament, based in Equatorial Guinea. It's just in front of us, front of this place, so that we can take a group photograph with our eminent invitees. If you agree with me, you can do it right now. Then later on, I'm told we have to continue our deliberation immediately after the photograph. So please, kindly come in front. Thank you. Alors, je vous invite à venir à la tribune. It's starting right now, please. No, take it. Okay. Okay. We're going to because if we break, Okay. Come. Okay, please, can we have our seats? Okay. Please, can we have our seats so that we can start immediately and then get the ball rolling? Let me invite the president of CIMAC, who is going to be the moderator of the first session on DFI championing the quest for regional integration. So you're welcome. La tribune, M. Nouridine Zekri, directeur général de la Banque maghrébine, investissement et du commerce extérieur. Nous allons inviter également Fortunato Ofa Mbo Chama, président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Nous allons inviter M. Bachir, Monsieur Bachir,
Maman Ifo, président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Bienvenue, Monsieur le Président. Notre panel s'intitule « S'engager dans la quête de l'intégration régionale ». Vous savez que la CEMA, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, est au cœur de l'intégration économique de l'Afrique centrale. Nous sommes heureux de savoir que la BAD, dans sa stratégie, inclut les pays d'Afrique centrale, en ajoutant la République démocratique du Congo. Donc, pour commencer, puisque nous n'avons qu'une heure de débat, je veux respectueusement, pour 10 minutes, passer la parole à M. Noureddine Zekri, directeur général de la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur. Donc, merci, Président. Monsieur le Président de l'ATFI, Monsieur le Secrétaire général de l'ATFI, chers collègues dans les institutions financières de développement, j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler un peu d'abord de la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur, qui est une nouvelle banque créée dans la région, dans la communauté économique donc, du Maghreb, et son rôle et ses missions pour justement renforcer l'intégration dans cette région maghrébine. En ce qui concerne la région du Maghreb, comme vous savez, l'Union maghrébine arabe a été créée depuis 1989 avec, bien sûr, pour objectif de créer cette communauté économique dans notre région. Malheureusement, les chiffres montrent que l'intégration régionale n'a pas réalisé de performance depuis ce moment-là, comme le montrent les chiffres. Et on peut dire aussi qu'il y a aussi d'autres facteurs, comme vous savez, politiques, qui ont un peu été un frein au développement de cette intégration. Alors que cette région présente des caractéristiques et présente des caractéristiques d'intégration qui sont peut-être les meilleures dans le monde. Vous savez, les points communs entre ces pays-là, d'abord, nous avons la même langue, nous avons la même religion, il y a une certaine harmonisation ethnique, l'histoire, donc tout ça, ce sont des points forts. Il y a aussi des complémentarités économiques qui sont prouvées. Par exemple, vous savez très bien que nous sommes 5 pays. Il y a des pays qui ont le pétrole et qui ont les ressources naturelles. Il y a d'autres pays qui ont développé les PME, qui ont développé donc les industries manufacturières. Et il va de soi qu'il y a des complémentarités qui peuvent favoriser une intégration entre nos pays. Il faut dire que le secteur privé, il a commencé à profiter et à saisir ces opportunités-là. Mais le cadre global, l'environnement de l'investissement qui prévaut dans nos pays, et malheureusement, force est de constater que même les classements de nos pays dans les rapports de compétitivité, des échanges et une facilité donc, du commerce. Comme j'ai dit, donc, il y a quand même des atouts. Donc, les atouts, c'est une complémentarité. On a même fait des études, donc ce n'est pas uniquement nous, mais qui ont été faites aussi bien au niveau de la BAD, au niveau de la Banque mondiale. Il y a des indices à la similarité qui paraissent être donc, des obstacles, mais en fait, ça présente des opportunités. Et il y a aussi des indices, comme j'ai dit, de complémentarité. Force est de constater que 2 pays parmi les 5 pays maghrébins produisent du pétrole, par exemple, alors que les autres pays importent du pétrole à 80% ou bien 90% en dehors de cette zone maghrébine. Et c'est aussi le cas pour les autres produits agricoles, de pêche, donc manufacturiers, etc. Donc, justement, heureusement qu'au sein de cette union alliance, la première Assemblée générale constitutive a eu lieu en décembre 2015. Et c'est en décembre 2015 que nous avons été chargés de créer cette banque. Donc cette banque, c'est une banque nouvelle, avec une convention qui a été faite en 1991. Vous êtes tous conscients que l'écosystème financier, aussi bien maghrébin qu'africain, il est très différent. Donc notre rôle et notre mission était d'abord d'adapter l'objectif et la stratégie de cette banque à ce donc, nouvel écosystème. Et donc, en ces temps pressés, donc, il y a eu une équipe donc, de management qui a été décidée, et l'équipe, un président du conseil algérien, un directeur général
tunisien et un directeur général adjoint mauritanien qui ont été donc nommés en décembre 2015. Nous avons nous avons peut-être passé 2 ans pour élaborer la stratégie de cette banque, créer cette banque, donc avec bien sûr une contrainte d'avoir du personnel qui vient donc des 5 pays, et aussi, surtout, mettre en place une stratégie et un plan de développement donc quinquennal. Dieu merci, nous avons bien sûr bénéficié de l'assistance technique, et je vais peut-être le développer plus tard, l'assistance technique aussi, des conseils. On a fait le benchmark avec les autres donc, institutions, entre autres la Banque africaine de développement. Et je crois que mes collègues ici aussi dans le podium, ils sont passés par cette période de lancement donc, de leur banque. Dieu merci, maintenant, ils sont bien développés. Nous sommes dans ces premières phases, mais on peut dire que le départ a été donc excellent, puisque nous avons, d'un commun accord, élaboré et mis en place une stratégie et un plan de développement quinquennal et une politique graduelle pour mettre en place cette banque. Les spécificités donc, de cette banque, son rôle, c'est justement de développer l'intégration. Et contrairement aux autres banques de développement et aux autres institutions de développement, nous avons une certaine spécificité. Nous ne pouvons financer que les projets d'intérêt commun. C'est-à-dire, nous ne pouvons financer que les projets qui impliquent au moins 2 pays. C'est-à-dire, soit on finance le commerce intra-maghrébin, ça c'est pour le commerce, soit on finance les projets d'investissement conjoints, communs. C'est-à-dire que nous ne finançons que les projets qui intègrent 2 pays au moins. Un Tunisien qui va investir au Maroc, c'est un projet intégré. Une entreprise donc algéro-libyenne, c'est une entreprise intégrée. Mais on ne peut pas financer un projet dans un seul pays. La deuxième spécificité, contrairement aux autres banques de développement, c'est que nous avons opté pour le financement, eu égard bien sûr à notre dimension, à notre taille de départ. Nous avons vu que le secteur privé, les investissements privés, les projets privés sont pour nous donc vraiment la priorité. Donc nous avons dans notre business plan prévu de financer à concurrence jusqu'à 85% de privés. Donc on est en train de financer les entreprises privées. Et là, je crois que c'est une complémentarité, bien sûr, avec la Banque de développement, la BAD ou bien les autres institutions de financement. Vous savez que maintenant, l'écosystème en Tunisie, nous avons, comme vous tous, nous avons pratiquement, presque à 100%, les projets productifs. Et les projets productifs, je crois que c'est le meilleur moyen pour élaborer cette intégration. Donc, l'UMA, les gouvernements, ils ont vu que cette banque devrait se spécialiser dans ces vecteurs, parce que ces vecteurs-là peuvent dépasser tous les obstacles politiques et tous les obstacles donc, de relations entre pays. Donc, un investisseur, vous convenez qu'un investisseur privé cherche l'opportunité. La preuve, c'est qu'il y a donc, jusqu'à maintenant, et donc depuis toujours, des opérateurs maghrébins qui opèrent donc dans les autres pays. Et bien sûr, notre rôle, nous, en tant que banque, donc nous avons pratiquement 2 missions. D'abord, on voudrait être une institution de référence pour l'intégration maghrébine. Par exemple, M. Ghislain développait tout à l'heure que l'un des high five, c'est donc tout ce qui est intégration régionale. Pour la région du Maghreb, nous avons l'ambition d'être l'institution de référence sur laquelle la BAD et les autres institutions peuvent se développer pour justement réaliser cette intégration. Nous sommes aussi spécialisés dans l'élaboration et dans les études pour faciliter cette intégration. Et nous ne faisons que cela. Parce que notre rôle aussi, c'est de mobiliser des fonds donc, pour cette région, pour réaliser cette... Donc, avec la BAD, avec le support donc, de la BAD, on peut cette intégration régionale. La deuxième mission que nous ambitionnons d'atteindre, c'est d'être une force de proposition pour les gouvernements maghrébins. Et pour cela, nous sommes en train de faire des études. Nous avons, par exemple, fait le diagnostic des obstacles au commerce et à l'investissement dans toutes les régions du Maghreb. Nous avons fait une étude de toutes les réglementations et nous avons pu identifier et faire un diagnostic des obstacles qui sont en train
d'être des freins pour le développement du commerce. Donc notre rôle, c'est d'être une force de proposition auprès des gouvernements pour justement mettre en place les réglementations pour préparer donc l'environnement favorable au développement de ces donc, investissements et de ces projets communs. Où est-ce qu'on est arrivé pour le moment? Pour le moment, comme je vous ai dit, on avait fait donc ce plan de développement, cette donc, stratégie pendant 2 ans. Maintenant, nous avons commencé l'activité de financement depuis donc, 2 ans. Donc, nous sommes en train de financer des projets communs. Bien sûr, notre capital, je peux le préciser, donc c'est un capital pour le moment limité, comme ont commencé toutes les autres institutions de développement. Le capital déclaré en 91 était de 500 millions de dollars. Le capital souscrit a été de 150. Le capital libéré jusque-là, c'est 50%. La chose positive, c'est que tous les pays maghrébins sont en train de respecter l'agenda de libération du capital. Donc, pour le moment, ils ont libéré 50% du capital, 75 sur 150, et ils se sont engagés de libérer une 3e tranche cette année-là, en 2019, et une 4e tranche en 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, le capital souscrit de 150 millions de dollars sera totalement libéré. Notre aussi proposition en tant que management, pour le conseil d'administration et pour l'assemblée générale qui va avoir lieu à la fin du mois, c'est de porter le capital souscrit à 500 millions, c'est-à-dire à le porter au niveau du capital déclaré initialement de 500 millions de dollars. Et pour le moment, nos engagements, comme je vous ai dit, il faut les prendre parce que ce sont des investissements qui sont accordés pratiquement au secteur privé. Donc, ce n'est pas comme les montants des projets pour les projets d'infrastructure. Nous avons pour le moment libéré 43 millions de dollars pour les opérateurs privés donc, qui ont des projets intégrés. Et nous avons pour le moment donc, encouragé et eu un petit impact sur le développement des échanges donc, intra-maghrébins. Il y a donc pour le moment des banques locales qui sont en train de financer des petits projets d'échange, par exemple, et de commerce. On a donné des petites lignes de financement pour que ces banques-là les utilisent pour accroître un peu les échanges inter-maghrébins. Bien sûr, nous avons bénéficié, bien sûr, du support donc, de la BAD, et que nous remercions. D'abord, dans cette première étape, parce que nous avons eu besoin d'une assistance technique. Nous avons un projet d'assistance technique avec la BAD qui porte sur le système d'information, sur donc, les connaissances, etc. Nous avons, avec la BAD, préparé un rapport sur l'intégration maghrébine. Le rapport, il est presque achevé. Il va paraître dans donc, la prochaine semaine. C'est un rapport donc, BAD, donc BIMIS, donc la Banque maghrébine d'investissement. Et bien sûr, nous sommes en train de discuter avec la BAD pour avoir donc, une ligne de financement, sachant que la BAD est disposée à cofinancer avec nous tous les projets qui seront présentés donc, par la BIMIS aux opérateurs. Donc, disons, la banque, la mission principale de la banque, c'est l'intégration maghrébine. Bien sûr, c'est une institution qui relève des institutions de l'UMA, et nous aurons tout à l'heure un collègue donc, de l'UMA qui va aussi présenter un peu les aspects d'intégration donc, du Maghreb arabe. Notre rôle, il est primordial. Nos étapes, nous sommes à notre 4e année, avec 2 ans, comme je vous ai dit, de constitution. Nous sommes très ouverts et nous sommes très honorés pour développer des relations avec vous, peut-être avec les institutions qui ont plus d'expérience avec nous. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons intégré l'ATFI, parce qu'on voudrait développer les échanges entre nous, les échanges en connaissances, les échanges de savoir, et aussi profiter de vos expériences. Sachez que nous sommes en train, bien sûr, de vous suivre, parce que pour prendre les bonnes leçons, pour éviter peut-être les mauvaises leçons. Et donc, j'exprime là notre entière disposition pour coopérer avec donc, toutes les institutions membres de l'ATFI ou non membres pour justement réaliser cette intégration. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je voudrais quand même, avant de prendre le micro, vous demander que faites-vous pour la libre circulation des personnes, des biens et du commerce au niveau de la sous-région. Oui. Donc, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, nous avons d'abord commencé par identifier
tous les obstacles aux échanges et au développement. Donc notre rôle, c'est plutôt économique et financier. Et jusque-là, quand je vous ai dit qu'on a financé des projets communs entre donc, maghrébins, c'est-à-dire qu'on a été impliqué dans la facilitation de toutes les étapes de la concrétisation de ces projets. À commencer, bien sûr, par des relations avec les institutions de réglementation. Par exemple, nous avons trouvé beaucoup de problèmes avec les banques centrales parce qu'il y a une réglementation qui ne permet pas aux Tunisiens, par exemple, de financer au-delà d'un certain montant en dehors, parce qu'il y a bien sûr un transfert de devises, comme vous savez. Et, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'obstacles. Et bien sûr, nous avons aussi facilité, donc, parce que nous sommes en relation, nous sommes une institution qui est financée par les 5 gouvernements. Donc, nous sommes très proches du gouvernement. Et bien sûr, nous sommes en train d'étudier tous ces aspects. C'est ce que j'ai dit. Donc, nous voudrions être une force de proposition. Donc, nous sommes en train, à ce stade, de résoudre du cas par cas. Franchement, pour répondre à votre question, nous n'avons pas trouvé de problème à ce stade. Parce que je peux vous dire que le déplacement entre les pays maghrébins, de maghrébins dans les pays maghrébins, jusque-là ne pose pas de problème. Nous n'avons pas eu de problème. Vous savez que les Marocains investissent en Algérie, les Algériens investissent au Maroc, les Mauritaniens donc, se déplacent partout. Beaucoup de Maghrébins ont des procédures pour vérifier donc, la sécurité. S'il n'y a pas un problème de sécurité, franchement, je vous dis, nous n'avons pas rencontré un problème jusque-là. Voilà. Nous vous remercions sincèrement parce que vous nous avez montré les faiblesses et les atouts de votre sous-région et surtout nous avez montré comment vous financez surtout le secteur privé. Je crois que vous avez terminé en faisant un appel du pied aux autres que vous voulez coopérer avec eux. Donc, on vous remercie. Nous allons passer au président de la Banque de développement des États d'Afrique centrale, BDAC, M. Fortunato Ofa Mba Nchama, pour votre exposé. Merci, Monsieur le Président. Et déjà, je vous remercie à double titre parce que, contrairement au premier exposé, cette fois-ci, vous n'avez pas limité le temps, ce qui me permet d'utiliser tout le temps nécessaire pour nos débats, mais connaissant les comptes y aller. Il est vrai que peut-être il faut commencer par des petits ensembles pour aller vers une grande ensemble. Mais quand nous faisons l'analyse de parcours de nos petits ensembles régionaux, on trouve effectivement beaucoup de faiblesses, mais il est temps que l'Afrique pense à une intégration à l'échelle continentale. Et effectivement, comme vous le savez, on s'est mis un peu de temps pour se rendre compte, je parle de l'humanité, de que le monde est un espace commun et que les petits groupes, les petits espaces ne permettent pas une meilleure, disons, croissance économique. Mais quand rentabiliser leurs investissements, car les marchés sont beaucoup plus gros. Mais aussi, quelque chose qui est très récurrent en Afrique, ce sont les questions de sécurité. Et je crois que l'intégration aussi permet un brassage culturel, un partage d'expériences et pourquoi pas un renforcement des liens de fraternité et gage de paix et de stabilité des peuples. Je crois que plus on va vers l'intégration, plus aussi on peut trouver des solutions, au moins atténuer les conflits existants entre nos différents pays. Donc, Monsieur le Président, lorsque nous analysons un peu les questions d'intégration, nous trouvons, et nous sommes tous réunis ici, devons-nous éterniser dans le seul rôle de fournir les ressources pour financer les projets, ou encore nous devons être beaucoup plus impliqués aussi dans la conception et le traitement des questions d'intégration
et sans que ce que nous avons constaté au cours des dernières années, qu'il y a des institutions qui traitent la politique, il y a des autres qui traitent le financement, alors qu'on ne peut pas traiter le financement sans être au cœur de là où on prend des décisions politiques, puisque ces décisions politiques ont un impact direct au niveau de l'intégration. Nous croyons, Monsieur le Président, que tout d'abord, il faut que les institutions de financement qui essayent d'aller un peu au-delà de simplement apporter le financement, qu'ils siègent aussi là où on prend des décisions stratégiques sur l'intégration et qu'ils soient au cœur de cela, parce que nous sommes en train de financer des décisions dans lesquelles nous n'avons pas participé au moment de la conception. À quel moment, en quelle mesure pouvons-nous dire que cette conception, ce modèle d'intégration vraiment ne contribue pas à mieux intégrer nos États ou à mieux garantir le développement de nos États? Donc ça, à notre avis, c'est quelque chose de très important que nous devons faire. Deuxièmement, l'Afrique doit se concevoir comme un espace économique commun. Nous voyons l'Union européenne qui se positionne comme un espace économique unique face aux grands pays comme les États-Unis et les autres. Mais pour ce faire, nous qui sommes responsables des institutions de financement et de développement, je crois qu'il faut que nos regards aillent un peu au-delà de nos régions respectives, connaître aussi le cofinancement des projets. On ne doit pas sentir que pour qu'on finance un projet doit être dans ma région, dans ma sous-région, mais un projet qui concerne l'Afrique et qui peut promouvoir le développement de l'Afrique ou l'intégration de l'Afrique, quel que soit là où il se trouve, on devrait tous se mobiliser, mettre en place les synergies pour faire en sorte que ce projet ne puisse pas se rater et de cette manière, comment dirais-je, rater l'intégration. Et je veux dire parce qu'il peut y avoir des institutions ailleurs qui peut-être financièrement sont plus dotées et d'autres dans l'autre côté qui le sont moins, mais les besoins peuvent se faire sentir plus là où il y a moins de ressources qu'ailleurs. Est-ce que les autres ne devraient pas venir en appui puisque l'Afrique est une? Remercier et féliciter la coopération que nous avons mis en place avec Afreximbank. Avec Afreximbank, nous menons une coopération très importante qui passe non seulement pour la formation des ressources humaines, qui atteint aussi les aspects de, comment dirais-je, d'appui financier pour que nous puissions exécuter, financer les projets, quelle que soit la région. Et cette coopération aussi prévoit le cofinancement dans le cadre où les projets seraient beaucoup plus importants. Nous parlons d'intégration et nous savons tous que les projets intégrateurs sont des projets qui nécessitent des ressources financières assez lourdes. Donc, s'il n'y a pas cette coopération intra-africaine, il serait difficile que nous puissions aller de l'avant. Donc, Monsieur le Président, nous croyons, quand on a conçu des politiques d'intégration et on a impliqué dès le départ la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, voire même dans le cadre de la CAC, les projets ont connu des succès. Or, quand on a conçu les projets en marge de cette institution qui est appelée à promouvoir et garantir le développement, et on la interpelle qu'au moment de mettre les ressources, nous avons les échecs devant nous. Et ça aussi, ça contribue au blocage que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je veux résumer, Monsieur le Président, pour que les institutions, nous puissions nous interroger. Quel doit être désormais notre rôle? Les politiques ont déjà bougé les fiches. On va déjà vers une intégration, une zone de libre-échange économique.
Mais nous savons que si on laisse la multiplication, l'atomisation des institutions de financement, de développement pour chaque petite région, est-ce que vraiment l'Afrique va s'intégrer? Plus puissants tels que la BAD, la Banque africaine de développement. Et nous croyons qu'une approche politique, une réflexion pourrait aussi aller, non pas dans le sens, comment dirais-je, de tout occuper, de mettre les racines un peu partout, mais dans le sens de faire que les différentes institutions de financement et de développement constituent un ensemble, qu'ils soient tous liés, de telle sorte que quand on est tous liés, on est plus fort. Ce n'est pas de montrer tel est plus, tel est moins, mais qu'ensemble, nous sommes en mesure de répondre aux attentes de notre population. Donc, voilà un peu les lignes de réflexion que j'aimerais qu'on puisse approfondir, Monsieur le Président. Je vous remercie. Les décisions. Nous sommes entièrement d'accord. Mais permettez-moi, compte tenu du rôle que vous jouez en Afrique centrale, de vous poser une question parce que notre collègue à droite a dit qu'il ne finance que le secteur privé. À votre niveau, vous financez le public ou le privé? C'est les investissements d'infrastructures ou les investissements productifs? Et quelles sont vos relations avec la Banque africaine de développement, puisque nous rentrons dans la stratégie de la Banque avec ces 5 secteurs qui sont énumérés, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. Et comme vous le savez, effectivement, contrairement à notre collègue qui est intervenu auparavant, la BDAC a déjà un âge de 42 ans. Et 42 ans, c'est pas peu, c'est beaucoup. Et comme vous le savez aussi, au départ, et c'est pour cela notre introduction de tout à l'heure, la banque finançait pratiquement rien que les projets publics, pratiquement. Nous avons conçu un plan stratégique qui couvre maintenant la période 2017-2022. Et dans ce plan stratégique, nous avons dit 2 choses. La première chose, qu'effectivement, le développement n'est possible dans tout son sens que si il y a aussi un secteur privé fort. Et c'est pour cela que nous avons un peu modifié la distribution de la destination de nos ressources. Aujourd'hui, le secteur public qui recevait plus de 85% de nos interventions ne reçoit aujourd'hui que 30%. Et le secteur privé reçoit environ 40%. Et les 20% qui restent peut aller au niveau du secteur public, mais à condition qu'il s'agisse de projets marchands. Donc, voilà aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire. Et le secteur privé connaît déjà les effets de cette nouvelle stratégie que nous avons mis en place. Et c'est dans ce lancé que nous allons continuer. Effectivement, on ne peut pas laisser de financer le public puisque nous parlons de projets intégrateurs. Et ces projets intégrateurs, avec votre institution même, Monsieur le Président, pour faire en sorte que dans ce sens, on puisse privilégier aussi le partenariat public-privé, que nous croyons que c'est une meilleure approche pour qu'on puisse exécuter tous ces projets. Pour ce qui est des relations avec nos institutions, la Banque africaine de développement est actionnaire de la BDAC depuis sa création, depuis 42 ans. Et nous croyons que ce partenariat, en tant qu'actionnaire, nous avons l'espoir que ça va aller au-delà de simplement s'asseoir autour de la table de conseil d'administration et de l'Assemblée générale. J'ai un peu de jalousie avec mon frère lorsqu'il expose tout ce qu'il reçoit de la BAD en termes d'appui, en termes de coopération. Malheureusement, jusqu'à maintenant, la BDAC n'a pas encore bénéficié des appuis financiers attendus de la BAD, que non seulement est actionnaire de référence, mais aussi il devrait vraiment jouer un rôle qui puisse permettre encore y arriver. Et je crois que c'est l'occasion pour dire, et je l'ai dit en filigrane tout à l'heure,
que ceux qui sont trop puissants doivent tenir la main aux autres pour qu'ensemble nous puissions marcher. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse, Monsieur le Président. J'ai encore une toute petite question eu égard à l'analyse qui a été faite à droite. Il a dit qu'il finance des projets intégrateurs, mais qui concernent 2 pays. Quel type de projet intégrateur financez-vous, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. Et dans leur définition, il était question que les projets intégrateurs ne concernaient pas seulement 2 pays. Si j'ai bien suivi, ça veut dire que s'ils concernaient 2 sociétés qui sont de 2 pays différents, elles se considéraient que c'était un projet intégrateur. Mais à notre niveau, nous considérons plus le projet intégrateur, effectivement, ce qui facilite, par exemple, la communication entre les 2 pays, ce qui permet aussi le développement de commerce entre les 2 pays. Nous finançons dans ce cas les routes qui permettent la communication, la circulation entre un pays et l'autre. Nous finançons les interconnexions électriques qui permettent que s'il y a un pays qui a un excès de production et l'autre qui a un déficit, effectivement, on peut construire un lien pour que ce qui est en plus là-bas puisse aller un peu soulager les autres qui sont là-bas. Nous parlons de projets intégrateurs aussi, par exemple les ponts. Nous parlons aussi de voies de navigation, comme vous le savez, qu'il y a certains pays que, faute de mer, donc, on doit faire que les marchandises puissent les arriver à travers des navigations fluviales et nous y sommes. Ça veut dire que tout ce qui est un projet qui concerne au moins 2 pays de la sous-région, que ce soit une intégration physique, que ce soit économique, nous y sommes. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois que je connais le rôle que vous jouez, le rôle important que vous jouez dans la sous-région. Comme on l'a souligné, je suis le président de la Commission économique d'Afrique centrale. Il est évident que nous travaillons ensemble. On dit chez moi, nous sommes ensemble. L'UTT, vous... Si j'ai bien précisé que pour le moment, on finance le secteur privé, c'était pour des raisons de capacité de financement. C'est-à-dire que dans notre business model, bien sûr, il n'est pas exclu, il est idéal de financer des projets d'infrastructure entre États, comme donc ça a été donc bien dit, dans le transport, dans l'infrastructure, dans la communication. Mais pour le moment, eu égard à la limite de notre capital, pour bien démarrer, nous avons vu qu'il vaudrait bien se concentrer, c'est dans le plan d'affaires de démarrage. Donc, on a commencé par le financement des investissements privés, bien sûr, sans omettre d'être impliqué dans les projets d'infrastructure, même avec une petite participation, mais en étant dans le paysage. Voilà, donc j'ai voulu juste porter cette précision pour dire que ce n'est pas un choix, donc ce n'est pas dans le business model, ce n'est pas dans la réglementation qu'on ne peut pas financer donc, les infrastructures. C'est un choix tactique pour le moment, donc parce qu'on ne peut pas le faire. Voilà, merci. C'est moi qui vous remercie. Je crois que vous avez retenu, vous l'avez dit vous-même, vous avez 4 ans, il en a 40. Absolument. Vous pouvez profiter de son expérience aussi. Je voudrais passer la parole enfin à M. Bachir Mamam Ifo, président de la Banque d'investissement et de développement, la CEDEAO. Merci, Monsieur le Président. Je vais tout d'abord porter une précision que, désolé, Monsieur, n'est pas venu à cause de quelques problèmes qu'il a eu au Nigeria. Il va avoir son passeport aujourd'hui. Quand même, je suis le directeur chargé de la recherche et de la planification de la BIDC, qui est la banque de développement de la CEDEAO. Monsieur le Président, je vais vous remercier, mais je vais donner mon, comment dirais-je, pas le discours, mais je vais donner mes petits discours en anglais parce que je suis anglophone. Mais je vais quand même réagir, répondre aux questions en français, mais je vais, ce que j'ai préparé, je vais dire ça en anglais parce que je suis plus à l'aise dans ces langues-là. Ladies and gentlemen, as I said, my name is McDonald Guano. I'm the Director of Research and Strategic Planning of the ECOWAS Bank for Investment and Development.
The ECOWAS Bank for Investment and Development. Cette banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. D'accord. Mais en attendant, je peux essayer en français. Bon, si ça. Donc, la Banque de développement de la CEDEAO et la BIDC appartiennent aux 15 pays membres de la CEDEAO. La CEDEAO, comme vous le savez, c'est le regroupement de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest pour promouvoir les activités économiques dans la région. La BIDC était créée, la BIDC, c'est pour financer le pays en 1975, projet de développement. Comme disait le président de mon collègue, et la BIDC était principalement pour financer le projet dans le secteur public. Mais au fur et à mesure, la BIDC s'est transformée dans les années. À partir de 1999, la BIDC s'est transformée en tant que banque. Parce que pour 20 ans ou plus, la BIDC était un fonds pour le financement du secteur public en Afrique de l'Ouest. Mais la BIDC s'est transformée en tant que banque avec des guichets. Un guichet pour le développement du secteur public, aussi un guichet pour le développement privé. C'est très, très urgent, c'est très important, parce que le secteur privé, c'est le moteur du développement dans n'importe quel pays. Comme disait ma collègue, sans le secteur privé, on ne peut pas bouger. Parfois, on attend les Africains, tout va avoir un ministre qui va dire qu'on a créé des boulots, on a créé plein d'emplois. On ne crée pas les emplois dans le secteur public. Parce que le secteur public, c'est juste les réglementeurs. C'est eux qui règlent toutes les activités économiques dans le pays. Monsieur le Président, ça c'est réglé, mais je peux continuer en anglais. Non, allez-y en anglais. Okay, so I would like to thank the organizers for inviting us to this very important deliberation, which is the championing the quest for regional integration. Well, let me just give you a few statistics, and then we can go about and see why regional integration is so important and fundamental in our region. So over 70% of sub-Saharan African countries have 16 in nominal terms. About 1/3 of sub-Saharan African countries are landlocked and are annually dependent on their neighbors for access to global markets. The fact that resource base may often be in countries far removed from where the market is makes it imperative to seek regional integration. There are over 50 transnationals. My country, for example, Liberia, has a population of 4 million people. Sierra Leone has a population of around 6 million. Gambia has a population of 2 million people. And Cape Verde has a population of 500,000 people. You know, it's a small country. So it is imperative for us to come together as a unit so that we can be able to face the market. Okay? I gave you a story. Every time I go to Nigeria, I'm so impressed. I go to a restaurant and see people come in, go out, come in and go out. A small restaurant in Liberia will quickly close because there are no clients. So it is very, very fundamental as development bankers, alors, en tant qu'acteurs think a way de to développement, harness our opportunities nous and come pouvons together to say, let us come up capitaliser nos ressources take on regional integration? pour vraiment mettre So what is regional integration? So what can we do? What can we do to promote regional integration? There has been so many attempts over the years to improve regional integration, evident by the fact that you have a Maghreb Regional Development Bank, you have a Central African Development Bank. Here we're talking about ECOWAS Bank, but we are trying to see what we can do in that regard. Another problem has been sealing.
maritime transport. It is easier to get your goods transported from the United States to Liberia in 2 weeks. The same good could take 3 weeks from Lomé to Monrovia. So these are all the problems that we have been having, and there has to be a way that we can coordinate efforts. To coordinate our efforts. So regional integration is key. At development banks, what can we do as development banks? What can we do as development banks to help to ease some of these problems? So our approach should be targeted at financing, making infrastructure seamless in the region, meaning facing not just the motor, not just the auto route, but air transport as well. So there are a number of priority projects that we are collaborating with other people, including the ADB and all of that, to come up with. The ECOWAS has something called the Community Development Projects. There are 7 major projects that have been identified across West Africa that could be of integrating dynamics. Those projects cut across and bring a lot of things to the region. For example, we talk about the Abidjan-Lagos Highway. What will the Abidjan-Lagos Highway do? The Abidjan-Lagos Highway will connect almost 80% of the population in the region. 80% of the population. There are electricity projects. West Africa has some of the most expensive cost of electricity in Africa. For example, in my country, Liberia, it used to be around 53, 56 cents per kilowatt. Okay? And it also has a banding constraint on regional integration. I heard the chairman talking about one of the things that we have done considerably over time is ECOWAS today is, I think, in terms of the free movement of people, ECOWAS is a champion. That's what we have championed that cause. And again, there is a new vision, which is the Vision 2020, which is came up with a strategic plan in 2016 that has as the third pillar there is regional integration and cooperation. That pillar is key, post and the rest of it. So, Mr. Chairman, without much ado, these are what the ECOWAS Bank has been doing, and now we're going to take questions. D'investissement et de développement, et je me tiens à votre disposition pour prendre des questions éventuellement. Merci beaucoup. Il a souligné un certain nombre de choses. Je voudrais surtout, vous avez souligné la petite dimension de vos économies qui ont à peine 1 million, 1,6 million d'habitants. Je crois qu'on retrouve la même caractéristique en Afrique centrale, où les pays sont de petite dimension, on doit intérêt à se mettre ensemble. Mais ce n'est pas là où je veux vous poser la question. Je voudrais savoir, puisque vous avez dit que vous avez des investissements, c'est vrai, mais le climat des affaires, qu'en est-il? Il a souligné, notre ami du Tunis a dit que le climat des affaires n'est pas forcément bien en Afrique centrale. Nos pays sont très mal placés dans le classement Doing Business. Que cela n'est parce qu'il est quand même important d'avoir un climat d'affaires serein pour pouvoir investir. Qu'en est-il? Thank you, Mr. Chairman. The cost of doing business in West Africa is improving gradually. I think in the 2018 report says that all of the countries in the region move one step above where they were last time, even though there are still some difficulties that exist in the cost of doing business. So I think in Nigeria, for example, there was a law that was introduced, and it happened to bring down the cost of doing business. But most of the countries in the region are trying, to improve the cost of doing business. They have realized that you can only attract investors if you have a very good investment climate. An investment climate will also mean that you have political stability. Unfortunately today, and one of the reasons why we talk about regional integration is that our countries, especially in the north of West Africa, are experiencing the spillovers of conflicts in the Maghreb and other places. Mali, Burkina Faso, Benin, have been having these things. So these things could impact on our cost of doing business. Not just the constraints, but political stability, which is very important in attracting investors to be effective. What I could say is that
last year, freiner all les of the countries investisseurs. in the region L'année make dernière, marked improvement in the cost tous of les doing pays de la business région ont fait because they have des progrès realized parce that qu'ils se sont you rendus have compte to qu'il fallait improve your améliorer business environment in order l'environnement to des attract affaires pour attirer investors. les investisseurs. Liberia, my home country, Le for Libéria, example, has mon set up a pays, whole commission. a mis en place une They call it commission. the Cost of Doing Business Commission. La So they are commission looking at sur all of le the coût des indicators. affaires. The objective Donc, of that cette commission, commission the s'intéresse à objective of that tous committee les is to indicateurs ensure et son that objectif, Liberia c'est de faire en improves sorte que on a le yearly Libéria basis its cost of doing s'améliore business, chaque which is année very important en because matière the de country doing needs business. all of the foreign Parce investment that is que required. le pays aujourd'hui And a after besoin de the tous 14 les years of investissements civil conflict étrangers. that Liberia Après went through, 14 and années de then guerre Madam Salif came for civile, 12 years. Madame Things are still not okay in Sirleaf terms of a été au pouvoir attracting pendant 12 investors ans, mais a because fait des choses. our main commodities Et were aujourd'hui, vulnerable to external shock. matières Iron premières ore, sont rubber, with gold, and vulnérables all that. They have been vulnerable. au So choc the extérieur. government C'est le there has pétrole, taken c'est initiative to improve l'EVA, its cost of etc. doing Donc, le business. gouvernement a pris des That is mesures pour happening in améliorer most of cela. the countries Et too. c'est le cas d'ailleurs Even though dans there la are plupart des still pays variants of some africains, difficulties, même si they are ces moving pays in the right connaissent quelques direction to see difficultés. that improve En the tout cas, cost of ils vont doing dans la bonne business. direction pour améliorer le coût des Je affaires, vous l'environnement remercie. des affaires. J'ai quand même une question encore à vous poser. Moi, je suis l'Afrique centrale. Et quand nous allons à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, on nous dit que l'Afrique centrale, la CEMAC marche mal, et l'Afrique de l'Ouest, ça va mieux. Quel est le rôle que les institutions financières jouent dans le fait que ça marche mieux chez vous, pour que nous aussi, on copie votre exemple? Oh, Monsieur le Président, je suis content d'apprendre que l'Afrique de l'Ouest ça porte bien par rapport à ça. Bon, ce qu'on a fait en Afrique de l'Ouest, c'est pour financer des projets du secteur privé, c'est pour avoir... La CEDEAO a joué beaucoup de rôles. La CEDEAO, aujourd'hui, la CEDEAO, c'est un instrument pour la stabilisation de l'économie dans tous les pays ouest africains. Donc, moi-même, j'étais à la Banque mondiale. J'étais à la Banque mondiale et j'étais un économiste il y a plusieurs années. Bon, les gens parlent de la CEDEAO comme un modèle. Mais il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Et la CEDEAO a joué beaucoup de rôles. La CEDEAO était derrière la création de EcoBank. EcoBank que vous avez aujourd'hui, c'était une idée de la CEDEAO. EcoBank, c'est une banque panafricaine. L'idée à l'époque, c'était que, parce que à l'époque, toutes les banques étaient les banques étrangères. Hier, j'étais content de voir que j'ai tiré l'argent même de... Donc, guichet EcoBank ici, j'étais content parce que notre banque BIDC est un actionnaire EcoBank. Et puis la CEDEAO, la Commission lui-même, pense que c'est un instrument très important pour la promotion du secteur privé. Secondo, la CEDEAO, aujourd'hui, c'est respecté par tous les pays comme un médiateur. S'il y a un conflit quelque part, la CEDEAO, c'est la CEDEAO qui parle. Si le président d'un pays parle, les gens ne respectent pas ça. Si l'ambassadeur de la CEDEAO qui est accrédité dans certains pays parle, les gens disent OK, maintenant la CEDEAO a déjà parlé. Donc il y a des choses. La CEDEAO est fortement et lourdement impliquée, non seulement dans les politiques sociaux, mais les politiques économiques. Parce que la CEDEAO pense que nous, en tant que banque de développement, on est un agent de la CEDEAO. Donc, vous pouvez copier beaucoup chez nous. Bon, c'est ça qu'on a fait. Et puis, relancement de toutes les économies. Aujourd'hui, on est en un stade d'avoir monnaie unique, avec quelques difficultés. Parce que, bon, on a amélioré beaucoup de notre choses. Et aujourd'hui, on a une commission bancaire, après chaque 6 mois, tous les ministres se réunissent pour parler de l'économie ouest-africaine. Donc, c'est ça qu'on a fait. S'il y a autre chose, je suis content d'avoir, en tant que ouest-africain, pour apprendre qu'on est en train de bien faire. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je voudrais vous rassurer, j'étais au CAMES au Bénin. On a dit l'Afrique centrale
Elle est peut-être en retard, mais quand elle démarre, elle va très vite. Donc, on va vous rattraper rapidement. Vous avez, je m'excuse encore parce que c'est quand même un lieu du donner, du recevoir. Il y a un élément que vous avez ajouté qu'on n'a pas beaucoup intégré dans nos différentes interventions, c'est la monnaie. Quel est le rôle que joue la monnaie dans l'impulsion du développement du financement des économies? Parce que vous avez dit que vous êtes au stade, vous êtes en train de trouver une monnaie unique. Je crois que cet élément n'est pas un élément à prendre à la légère. Qu'en pensez-vous pour le financement des économies? Oui, moi je ne peux pas vous dire ce que je pense personnellement parce que, bon, c'est autre chose. Et il y a 20 ans, on a conçu l'idée d'avoir monnaie unique parce que, comme vous le savez, mais c'est le dernier stade de l'intégration. Mais avec, si demain on a monnaie unique, on peut avoir un problème. S'il y a un problème, par exemple, les économies qui produisent pétrole, comme le Nigeria et puis la Côte d'Ivoire, le Ghana, ils ont eu un problème avec leur budget parce qu'ils n'ont pas pu réaliser le revenu qu'ils ont projeté. Donc, ils ont eu le problème. Il y a un choc. Donc, on n'a pas respecté le délai pour avoir monnaie unique aujourd'hui parce que les économies au sein de la CEDEAO pensent qu'on n'a pas de choc symétrique. Mais c'est très important pour avoir monnaie unique. Parce que ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de choses. Par exemple, si ça promouvoir les commerces intra-régionaux aussi, parce que ça évite les taux d'échange et tout ça là. Et comme on l'appelle à Mao. Et la zone et au moins regroupe tous les pays francophones aussi que la Guinée-Bissau, qui est un pays lusophone. Mais ils ont déjà une monnaie unique. Mais comme on appelle, le démarche aujourd'hui, c'est pour fusionner les deux. Parce qu'il y a 8 autres monnaies pour avoir, mais on a fixé le délai, mais on n'a pas pu achever ce délai-là parce que c'est difficile. On est guidé largement pour ce qui se passe en Europe. Ce n'est pas parce que les Blancs ont échoué, mais nous, on est un peu prudents. On ne peut pas avoir monnaie unique, mais Monsieur le Président, comme vous avez posé la question, avec une monnaie unique, si on a une monnaie unique qui marche très bien, ça peut apporter beaucoup de choses pour l'économie, pour l'intégration, pour le financement des projets et tout ça là. Ça peut éviter. Mais pour avoir ça, c'est un peu difficile. Comme c'est montré les dernières années en Europe, comme on appelle en Europe. D'accord. Merci, monsieur. Je vous remercie. Bon, je crois que dans la stratégie d'Afrique centrale, nous avons 6 pays qui ont une monnaie commune, c'est le franc CFA. Avec la stratégie de la BAD, il y a la République démocratique du Congo qui rentre. Une chambre de compensation, malheureusement qui n'a pas très bien marché. Parce que pour qu'il y ait compensation, il faut qu'il y ait des flux d'échanges réciproques. Si la compensation c'est dans un sens, il n'y a pas de compensation. Donc il y a un pays qui perd au change. Et je me demande, là, parce que nos amis de la BAD sont dans la salle, est-ce que cette stratégie ne va pas avoir un caillou dans la chaussure, dans la mesure où la monnaie n'est pas la même? Et je vais plus loin, parce qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie de mettre 2 CER ensemble, la CEAC et la CEMAC. Nous allons passer, dans l'objectif 2023, nous allons passer d'une zone de 6 à une zone de 11. Mais inévitablement, nous allons nous retrouver devant la multiplicité de monnaies par rapport à une monnaie qui concerne les 6 pays. Et ce ne sera pas un obstacle aux échanges, parce qu'aujourd'hui, les échanges, même encore que je me dis que la monnaie n'est pas parfois un atout, je prends l'Afrique centrale. Les relations commerciales sont aujourd'hui à moins de 3%. Le commerce intra-africain de moins de 3%. Pourquoi? C'est absolument inadmissible. Nous avons des avantages, comme j'ai lu dans les papiers comparatifs. Nous avons une richesse minière qui est importante. Nous avons du pétrole 5 pays sur 6, mais les gens n'exportent pas des poulets qui sont tout à fait digestes, les bœufs qui sont au Tchad, et je ne comprends pas. Un ami africain français me disait,
Comment vous continuez à importer des meubles métalliques avec vous avez du bois ici? Je crois que nous avons un problème de mentalité aussi. C'est pourquoi j'ai mis la monnaie sur la table, mais en disant que c'est quand même un problème qu'il faut absolument qu'on puisse regarder. En tout cas, je vous remercie tous parce qu'on me fait remarquer qu'on doit clore. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je voudrais vous dire sincèrement que la CEMAC est heureux de voir le thème qui a été choisi, qui concerne l'intégration. Je crois que là, la BAD a ouvert une porte, a enfoncé une porte ouverte, parce que nous jouons sur l'intégration. Il a dit, nos économies sont de petite dimension. Et il est évident qu'avec 1 million d'habitants, pour avoir des économies d'échelle, pour pouvoir lancer l'industrialisation, pour voir ce que nous avons subi depuis 2014, nous avons subi un choc exogène, baisse le prix du pétrole, c'est un coup de grisou qui a plombé toutes les économies. Des pays étaient endettés, il y a un problème de surendettement, on est obligé d'aller pieds et poings liés auprès du Fonds monétaire international. Donc je pense que l'ouverture permet d'avoir des économies de devises, on vend entre nous, on développe, on lutte contre le chômage, parce qu'aujourd'hui on a des problèmes de chômage des jeunes. Donc je pense que nous sommes pour l'intégration sous-régionale. Et je crois que le fait que je sois là, ça m'a permis de connaître encore plus l'importance que le commerce intra-régional, que le développement, que la région met de l'intégration au cœur de cela. Donc nous pensons que, et là, pour rejoindre le président, quelque chose est réel. Mais il ne faut pas que les zones d'intégration visent aussi en vase clos. Il faut qu'il y ait des passerelles. Je crois que c'est absolument indispensable. Si chacun voit le midi à sa porte, naturellement, chacun se développe alors que l'autre est pauvre à côté. Et je pense que ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est une idée qui est là avec la zone de libre-échange continentale, qui n'est qu'à l'âge du projet, puisqu'on vient seulement d'adopter des textes. Je crois qu'il y a pratiquement tous les pays ont adhéré, à l'exception de quelques-uns. Donc, nous pensons que ce sont des idées. Moi, j'ai été un homme politique dans ma vie. Un homme politique, s'il n'a pas de rêve, il n'est rien, il a la tête en l'air, mais les pieds sur terre. Donc, nous devons avoir les pieds sur terre et rêver d'une Afrique différente. Je crois que si on voit les Nkrumah, les autres, ils ont rêvé d'une autre Afrique. Je crois que ce sont des rêves qui valent la peine d'être vécus. Je voudrais donc remercier les différents intervenants qui sont succédés et les remercier parce qu'ils ont montré le rôle que leurs institutions jouent dans le développement de nos pays. Et je pense que autant dans la CEDEAO qui est, je crois que vous avez combien d'années maintenant vous avez l'institution la plus vieille, 45 ans, avec votre ami qui est à côté qui a 40, notre jeune petit frère qui est là avec ses 4 ans. Je crois que nous avons besoin qu'il y ait des synergies entre nous dans l'intérêt de l'Afrique. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite bonne continuation à la cérémonie qui a d'autres interventions qui vont suivre. Merci. Thank you very much, the moderator, Professor Daniel Merci, Onaondo, and the other members, other panelists. We have limited time allotted to us here and we want to ensure that session. So 10 minutes. Pouvoir terminer les travaux. 10 minutes de pause. Merci. Diarra, who is the manager, Capital Market Development Division of the African Development Bank. Mr. Emmanuel. So, Emmanuel, s'il vous plaît, vous avez la parole. Thank you to all. I think we have a small problem of translation because what we have here is not good. So we'll try to do our best. So thank you to attend this session. I am pleased to introduce Mr. Kamel from Afrexim Bank. Mr. Nsolo for IDC of South Africa, and Mr. Vivekanandan. So I will ask you to quickly, in a short words, to do a presentation of your institution
and also say why integration issue is very important for your institution. I will ask each of you to do this kind of introduction. Je demanderai à chacun d'entre vous de faire cette brève introduction. I think it's still morning, so I'll say good morning to everybody, ladies and gentlemen. Bonjour à tout le monde. My name is Chukwane. I'm with the Industrial Development Corporation of South Africa. And I think as the name itself indicates, industrial, we are about manufacturing. We've been in existence since the 1940s. And we finance projects. Originally, we were established to finance continent with particular emphasis on South Africa and SADC. But anyway, on the African continent, we are able to finance projects. And as I indicated, it's industrial. And one may then wonder, what does industrial have to do with integration? But 5 years ago, we started the quest to produce, to promote products that are produced in Africa, products that you can say are truly African. So we embarked on a journey to start financing integrated value chains, to integrate South Africa's industrial base with the industrial base of its neighboring countries and with the industrial base of all other African countries across the continent. And that's basically how we fit into this program today. Voilà comment nous travaillons Thank dans you, le Steve. cadre de I ce think it's programme very clear. d'intégration. So, Je vous remercie, tout nous semble très clair. Thank you very much. Thank you very much to ADFI and to all of you as well for the opportunity to represent the Development Bank of Southern Africa this morning. I guess what I'll do is just start with a short introduction on the DBSA, and then later on we can go into more of the details around the work that we're doing around regional integration. The Development Bank of Southern Africa is a South African national development finance institution that has a mandate to use infrastructure to promote economic growth, to improve the quality of life of people on the African continent, and also crucially to promote regional integration. So this element of integration is part of our mandate, and it's something that we take quite seriously. We invest in the different infrastructure sectors, so as examples in the power sector, in transport and logistics, in water and sanitation, in telecoms, ICT infrastructure, and also in health and education as well. And as I mentioned, our mandate also covers the rest of the continent. And in the current year, we project that about 40% of our funding activities will take place outside of South Africa. And also, I think what's crucial is we get involved in different elements of the infrastructure value chain. So not just the financing, but also before financing, we support governments and municipalities to ensure the ability studies, to ensure that the proper engineering, technical, environmental work has been done before a project reaches financial close. So with that, I'll stop for the moment. Good afternoon, everybody, and thank you again for ADFI and the African of the world. So clearly, within our mandate, it already talks about regional integration, and indeed, we operate on the principle of 5-year strategic plans. Our current strategic plan, which is dubbed Impact 2021 Africa Transformed, has one of its key, if not its anchor pillars, as promotion and development of intra-African trade. And as we all know that the Continental Free Trade Agreement came into force, we're doing basically everything possible to try and facilitate and support that as a trade finance institution. Now, as any development finance institution, I think, and specifically regional development bank institutions, we support regional integration through two means, basically. One of them is our bread and butter, which is financing. So we have a whole host of programs and facilities that are targeted towards raising about $25 billion over the 5 years that end in 2021. I can say that we're almost on track on achieving that. We also are trying to reach
intra-African trade to a level of about 250 billion from its current 170 to 180 billion, and hopefully reach in terms of percentages intra-African trade to become about 22% of total trade. So that is on the financing side, and I can go on obviously forever on some of the tools we give and financing tools, but obviously there's a whole host of guarantees that are aimed at de-risking intra-African trade and trade between partners. We also provide sort of guarantees, interstate transit guarantees that are directed at resolving some of the challenges that are faced in customs and things like that. But I think where our efforts are more pronounced, if I may say, is in trade facilitation. And what we do there basically is try and look at all the impediments to regional integration and see how we can resolve them, whether by directly intervening and carrying out certain initiatives, or advocacy to the government's concern, or whatever. I think I'll stop here because I can go on forever because, like I said, this is regional integration. Thank you. Je préfère m'arrêter là parce que je pourrais parler de cette question tout au long de cette journée. Je vous remercie. If people speak about investment and trade in terms of regional integration, and I think it's a good thing. Because sometimes we speak only about infrastructure or other things, but here we speak also about trade with the Afrexim Bank. So we have the two pillars in the panel. The biggest challenge that we've come across has to do with financing. So my main question is following. Que je veux poser, la plus grosse centrale est relative au financement et en ce qui nous concerne, c'est l'entrave majeure. Nous sommes outillés pour concevoir des projets, mais une fois que les projets ont été conçus, il faut envisager la façon dont les projets vont être mis en œuvre, mais lorsqu'il s'agit de financer, cela pose problème. Et ici, je parle de projets industriels et dans la plupart des cas, c'est le secteur privé. Skills are there to develop the project. That is to take a project from you, from concept, all the way up to bankability. But then to implement it becomes a problem. And in some cases, even at the very beginning, where the feasibility studies are needed to be done, then it becomes a problem. But I think as my colleague also indicated, that they have a fund for project preparation. We are at the moment looking to tap into that. We also understand that African Development Bank has a similar fund that we will be looking to tap into. And these are funds that will help us then to build a project, build it all the way up to bankability. Once it's bankable, it becomes easy to attract funding. But before then, it's impossible. It doesn't matter how good your idea is. Quel que soit, disons, le caractère judicieux so we must implement a solution to tackle this issue by providing perhaps some technical assistance strengthen the capacity to conserve the project and to go through the project until the bankability of the project. So I will ask you also to give us your opinion on the main challenge on the integration of Africa. Sure. If I look back over the last year as an example, the DBSA, we approved about 40 projects valued at about 45 billion rand, so maybe about $3.5 billion. But if I think about it, the majority of those projects are projects that are within a country and specifically help that country, and it's based on the legislation that those countries have. So as an example, it could be a power plant that's going to help add to the power base of that country. It could be an airport in a country or an LNG facility. But now that this topic here is focused specifically around regional integration, and what we find is those projects that require the cooperation of multiple countries are very, very difficult to get off the ground. And I would highlight that as a challenge. And if I speak about an example, one is the North-South corridor, which is a corridor that starts from the port of Durban in South Africa through Bight Bridge, which is a border post with Zimbabwe, but also different border posts with Botswana, and it continues up all the way through the DRC.
and then over to the Great Lakes countries and Tanzania as well. So it's a number of countries, and one of the projects specifically we've been looking at is a rail program to upgrade the rail infrastructure. I believe it covers 7 countries and 8 different rail agencies. But the challenge there is, in each of those places, you're moving from one rail operator to another. So as you leave, let's say with copper from the southern DRC, you switch into Zambia, you've got a different rail operator. If it then comes through either through to Botswana or to Zimbabwe, a different one. And then if you go... A number of challenges that are hampering regional integration. But when we sort of did our current strategic plan, we commissioned a study to look into that and how we can enhance regional integration, particularly in trade. And I think one of the impediments that came out very strongly to us was the issue of trade information, or information in general between countries. You'd be very surprised that one country could be importing something where a country right next door is actually producing it. So that is a huge waste of resources for the countries and this lack of information. And accordingly, what we did basically as part of firstly sort of giving impetus into the Continental Free Trade Agreement when it came into force, was established last year, was to do the first ever. We attracted more than 1,000 exhibitors. We had about $32 billion worth of deals executed. So that gives you an idea of the importance of trade information. We also established our own trade information portal, which will also link with the AU Observatory and be a sort of like an assistance. And that will help a lot of, I mean, for example, in Egypt, I see so many businessmen coming and asking, I want to do business in Africa. How do I start? What is there to export? There's a huge lack of information. There's a huge lack of trust. We find banks are not willing to take each other's credit risk. And while some of the banks are, we have some pretty good, strong banks in many of the countries. So, in our view, if I just choose one, I think trade information is a critical. I just want to add another question. As the information is a main concern, and you are Afrexim Bank is a big institution, is a continental institution, don't you schedule to put in place a kind of database for each country in terms of information, and after share this information with the other? I don't know. This is just a question. Yeah, thank you very much. By also mentioning what has already been mentioned by my colleagues. About information and data. It's not only trade data that is difficult to find, but it's data in general. I think in South Africa itself, we have some of the best databases. I think South Africans are well aware of what their economy is entailing. So in terms of integration between South Africa and the other countries, what we're trying to do at the moment is to make it cheaper for South Africans to produce products. And to make it cheaper to do that, we need to be looking at what is available in other African countries. For example, if you're producing a pen, and that pen requires input X from Nigeria or from Ethiopia, we already know what's needed. All we need to do is find out where we can find it in Africa. If it has not already been exploited in that country, what we're doing then is to talk to the private sector, government and the private sector in those countries, to see if together we cannot start to produce an input in their country. Or even if we have to produce the whole item in that country, then export it back to South Africa and the world. That's what we will do. So it's basically that take South African data, which is readily available across the board, see where the gaps are, what do we need to do to make a product that is more affordable to the general population in South Africa, what can we do to make it more affordable to Africans, see where we find the product, where we can find the input in Africa, and then go out there and try and manufacture it either in that country or extract it and bring it back to South Africa for further processing. It's
very concrete. Je vous remercie et vous avez été très concret. We see that the problem of the information Nous avons souligné la question du déficit d'information qui reste une préoccupation majeure en termes d'intégration régionale. As I mentioned, one of the gaps is around the coordination element. And so one of the activities we've taken along with the SADC Secretariat is there's been a request for the DBSA to help conduct a number of regional master plans in a number of the infrastructure sectors on behalf of the region as a whole. So one that we've already started kicking off, many of you would know about the very large gas finds of largest infrastructure projects on a project finance basis to ever have been done on the African continent. One, they're both in the region of $20 to $25 billion of capex, and we provided funding for both of those projects. But going on from them, one of the ideas is that a percentage of the natural gas that's developed from those projects will be for the use of Mozambique and the region. So we're helping to do a regional gas master plan for the SADC region to see how can that gas be used for power and for industrial development purposes. So it's an example of a way to see how do you take the resources that have been found in one or two countries in the SADC region and use that, create a plan for the benefit of the broader region as well. And similarly, we've been asked to do master plans for what's called the blue economy, which is the oceans and large inland lakes economy, to see how do we use those waterways to help better integrate the countries of the region, and then also a digital economy master plan as well for the region. These aren't once-off. This is really as much convening decision makers from each of these countries, so that there's alignment around how we proceed in each of these sectors. And also similarly, and unfortunately I'm speaking from a SADC region perspective because that's where the majority... Afrexim Bank will be doing the settlement. And what that basically does is that it reduces considerably the foreign currency component of trade. So if two countries are trading amongst each other, basically, I'm assuming their total trade is about $1 billion, right? One is exporting $500 million, and the other is importing $500 million, whatever. The net amount which will now be settled will only be $500 million instead of the full $1 billion being paid one way and back. So I think that will have a very strong impact in terms of facilitating trade and regional integration. But in terms of projects now, pure projects, again, we've done quite a number of projects that assist integration. Obviously, transport is a key issue that we all complain of. So we've done quite a bit of financing for African airlines. The biggest of them was Kenya Airways. We arranged a $2 billion syndications for them. We've also done a road project that is basically on the West African trade corridor. We've done. I think one of the things that we're also quite happy with is we've connected two companies, the Telecom Egypt and Liquid Telecom, which is in South Africa, and basically enabled the terrestrial fiber optic line to connect all the way from Cape to Cairo. So we're the ones who linked those two parties together and I'll help financing them. Like I said, I can go on, because most of our projects are, as a regional DFI, obviously most of our projects do touch on that, so I can basically go on and on with it later. Thank you. Okay, thank you. No, a generic question. I think just one people could answer. It's about fraud and money laundering. How do you take into account this important issue now through your operation? No, who want to? Yeah, I can start with that because I don't want to keep going on and on some of the initiatives we're doing, but
again, that, I mean, clearly, you know, Afreximbank was created because of a certain problem that happened in the 1980s, the debt crisis that happened in the 1980s, when many international banks that were financing trade were pulling out of Africa because of the debt crisis. Now, we're seeing very similar circumstances now, where many of the international banks financing trade are pulling out of Africa, but this time because of the high compliance costs that you're talking about, the KYC issues and money laundering and those kind of things. Because simply for the big international banks, it's not worthwhile for them to be doing small-sized transactions with a high cost of compliance that is available. So we did basically two issues to address that. We created a portal which we called Mansa, which is basically will be a single point of reference for all KYC information on Africa. And we're working with all the central banks across the continent and things like that. We've already launched that and it's being populated, and I think that will considerably improve or bring back many of the international banks, as that will reduce the cost of compliance. And the other one basically is ourselves providing correspondent banking facilities in place of the ones that, because there are countries that are literally do not have correspondent banking, who have a strong compliance team to make sure that they're up to date with the highest technologies. Pour être donc au fait des toutes dernières technologies. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? The regional projects that we deal with are normally fairly large, and as my colleague also indicated, they reach in the billions, not only in rands but billions in dollars. What we do at our investment committee levels, when it's a regional, even when it is a local project, what we do is the investment committee or the board members or the board investment committee wants to say that you know who it is that you're dealing with. And basically, what we call them is politically exposed people. It doesn't mean that if there's a politically exposed person, then you will not do the project. It's just that we need to know exactly where the money came from. Each piece of money that will be involved in the project has to be traced back to the origin. And that's the only way that we've been able, I think, not to have been involved in large scandals, maybe minor ones here and there, but nothing big. Ce qui nous a préservé des grands scandales. Thank you. Alors, merci beaucoup. I would like to ask if there is one, two, or three questions in the room. S'il y a we are ready to take one or two questions. Des questions dans la salle. Est-ce que personne ne veut poser des questions? Parce que la dernière session, on n'a pas eu l'occasion de passer la parole à la salle. Donc, apparemment... Maybe I wanted to be very positive is an organization that was very much focused around capacity building is also moving towards one where those DFIs have created different working groups to identify opportunities for co-investment and co-project development in sectors like infrastructure, industrialization, agriculture and land issues, and in small business. And I think, you know, the organization we have here as ADFI, you have the CEOs, the leaders of all the national DFIs on the continent. And it's a very, very powerful organization. And, you know, it's an opportunity for each of you to think about how do we maximize the value of ADFI beyond, you know, an opportunity to come together once or twice a year, you know, share up, you know, around, I know it's already, ADFI is doing quite a bit now around capacity building, but also in thinking about this issue of cooperation tangibly on projects, developing them, co-financing them, monitoring their impact as well. Because as there is no question from the public, I think it's a real opportunity that that I think we're starting to see. In just, I think a quick question on some specific products. I would like to know if you see a specific interest on the climate finance, because I know there are some regional DFI here who ask about green bond issuance, anything. So could you let us know what is your suggestion in this area? Alors, j'aimerais savoir si vous avez des choses à dire là-dessus. I mean,
it's interesting you raise it because, in fact, the theme of the CEOs Forum last week from SADC was around climate financing and green financing. One of the things that we're finding is that there's a lot of sources of concessional funding available that the national DFIs were not taking advantage of. So as an example, the DBSA, we are accredited to the Green Climate Fund and to the Global Environmental Facility, but our accreditation to the GCF is a Pan-African accreditation, meaning that we could partner, let's say, with a development bank in Mauritius to jointly access those funds for their renewable energy planning, setting up of a program office, and for providing concessional financing, let's say, for renewable energy projects as well. So that's definitely a big opportunity. I know the AFDB as well is accredited to the GCF. There's a few other entities, the IDC of South Africa and a few others that are in that process. And certainly I think it's an area for cooperation between the ADFI members of learning from each other and seeing how to tangibly boost the investments in the sector. Yeah, I think I definitely agree that green climate financing is really the future. I mean, that's where everybody's heading, and that's what we all want for our continent. And like my colleague said, basically we're seeing a lot of concessionary funding for that, and big lines coming in from the West. But I think the important thing for Africa is to, yes, it's very important, green finance is very important, but we also have to be aware of our circumstances. We have to be aware of, other realities. That's what we want to defend. I think the future also is digitization. So, in terms of regional integration, I think you speak about the payment system and other things. So, what do you see on the issue regarding digitization? If you look at Africa as a whole, one would tend to think that the digitization is not an issue. It is an issue, especially with the young that are coming up at the moment. The types of projects that we're receiving, not only from South Africa, but from across the continent, across mainly, in my case, in SADC, you see people coming to us with fintech, people that are looking to actualize solutions that they have developed for the banking sector, actualize solutions that they've developed for the insurance sector. In South Africa, insurance is big, and it's beginning to flow into the rest of SADC. We are seeing a lot of that happening, and it's coming from the younger generation. Now it goes back to that financing element. The younger generation has the big ideas, but more often than not, in Africa, you find that the funding is not there. The idea is there. They need people they need companies like the IDC, companies like venture capitalists who will help them to develop these. What happens is that even though they have no money and they have the big ideas, they tend to want to hoard the project. They tend to say, this is my project, therefore I should own 90%. You fund 100% and I own 90%. So there's still a few things that we are trying to iron out, but it's definitely happening on the continent. Thank you. Something to add? Well, we're definitely seeing the convergence of, let's say, ICT with traditional to that. About a quarter of our business is done with municipalities, primarily in South Africa, and that's a big opportunity to help municipalities better control, their usage and also improve their cash collections in that area. Also, I think the availability of broadband in the African continent is below 50%, and so we're looking at continuing to just invest in traditional physical infrastructure in ICT and telecoms to continue to broaden that out as well. We were actually looking forward to participating in a global satellite system that was going to roll out satellite-based broadband infrastructure, and unfortunately there's been some delays there. We're involved in funding an entity that's involved. In fact, we jointly funded with the IDC of South Africa in rolling out broadband in Nigeria and a few other countries on the continent. So, there's definitely the need for the ICT, and then the question then is, how do you bring that through these smart cities and other smart technologies, start incorporating ICT elements in the Internet of Things into traditional infrastructure? A lot of those, tech
companies, Il y a plusieurs startups sociétés that really have huge technologiques, potential. So I think petites Africa pousses as a whole, qui essaiment can partout en have Afrique. sort Je of a pense very donc strong que impact on the world. If l'Afrique not, a un maybe impact not lead the world, but will certain. definitely have Peut-être que nous a n'allons pas strong impact être in the same way they started off with the payment chef de systems. file, mais en tout cas, And again, like my colleague was saying, I think it also helps a lot with resolving many of the infrastructural comme mon collègue le disait, résoudre problems. les We know, problèmes for example, that d'infrastructure. Rwanda used drones to reach certain places in remote areas and stuff like that and provide medication. So definitely, technology and digitalization of this is very important. And I think donc je me présente Brahima Amadou Aïdara. Je suis le directeur général du groupe BDM-SA, Banque de développement du Mali, premier groupe bancaire malien qui est implanté dans 3 pays de la sous-région, BIDC, et nous sommes en train d'arranger un financement aussi avec Afrique Bank. Donc c'est pour vous dire que nous sommes très conscients du rôle des banques de développement en Afrique et de leur rôle intégrateur. Donc nous sommes une banque qui a 52 ans environ. Donc je voulais participer au débat parce qu'aujourd'hui nous avons au niveau de notre zone, notamment au niveau des banques commerciales, une préoccupation forte aujourd'hui liée à la cybercriminalité. Cybercriminalité liée au développement de la monétique, mais aussi aujourd'hui, nous sommes en train d'être orientés vers la digitalisation, comme vous venez d'en parler. Je voulais savoir, est-ce que les banques de développement que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous avez les mêmes problématiques, vous êtes confrontés à ces mêmes problématiques? Et si oui, quelles sont les mesures idoines que vous avez à prendre pour les juguler? Parce qu'aujourd'hui, dans notre zone, je parle de la zone IOMOA, c'est vraiment une forte préoccupation. Je suis le président aussi de l'association professionnelle des banques du Mali et la fédération des associations des banques de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je pense que c'est une question pertinente et je vais demander aux différents participants, it's about the cybercriminality. If you face this kind of problem in your institution, if yes, how do you tackle this problem? Comment est-ce que vous cybercriminality. ce problème, la cybercriminalité? Cybercriminality. La cybercriminalité. Est-ce que vous faites face à ce problème, monsieur? From our side, we haven't really had any cyber attacks, if I may put it that way. But we do know, for example, that it exists. And we do know that because we deal with money, we are constantly being bombarded, or that people constantly trying to enter our systems. At the IDC, which is where I work at the Industrial Development Corporation, our IT department is much larger than most departments, most income-generating departments. It's larger. I think we employ about 50 people in the IT department. When I come here with my laptop, I cannot just take a code, or I cannot just connect into a Wi-Fi. I need to first connect into IDC, and then IDC then will let me then connect into a Wi-Fi which it has vetted to see that it is safe. It's not something that we come across with people trying to bringing a project and then trying to sabotage it or get money out of it. It's attacks that come into our organization trying to access whatever monies that we may have, whatever bank accounts that we may have. But it hasn't, I don't think it's not even communicated, so it's difficult for me personally to tell you that we've had 100 attacks or we've had 2, but we do know that there's several attacks that come in every day. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Vous êtes satisfait de la réponse, Monsieur DG? Okay. So, as the question is public, if there are no question, so I just thank each people in this panel. Thank you so much. I think everybody learned a lot of things about your experience, about the experience of your institution. So thanks again. Donc, merci encore une fois.
Thank you, Mr. Emmanuel, and Merci, Monsieur the Emmanuel. panelists. Et We'll merci quickly aux move to panélistes. the Nous allons last rapidement but not the least passer à la dernière session. session. I just want to Pardonnez-moi. also remind us that Je voudrais également after vous the last rappeler session, we are qu'après going la to dernière have lunch. session, We nous are going to tell us allons passer au where we are going déjeuner. to have the lunch by the time we conclude the session. Nous vous dirons, So please préciserons exercise l'endroit patience. où Let me ce invite déjeuner. Mr. Dumsani Alors, je voudrais Isibi, inviter M. Dimsani, CEO of directeur général one of the development bank in de Eswatini. l'une He's the moderator of the développement session, and de la then République he will d'Eswatini pour modérer invite the other panelists. cette session. J'invite Mr. également les Isibi. autres panélistes à le rejoindre. Dr Yao Tosina, M. Habib Lali et M. Tunde Simoyan. Put it there. Isibi. No, the other one. You're welcome. Okay, good afternoon. Bon I suppose we're now getting into the last session for the day. Arrivé à la dernière The session last de la session journée. was right on time, 5 minutes up beyond expected time. We'll try and manage time. Alors, Let me call nous allons essayer de upon gérer the le three temps. panelists who will be Permettez-moi with de us in this appeler session les of building trois consensus panélistes among the pour cette African session, regional dont le blocs titre est établir un towards consensus Africa entre les blocs régionaux integration. africains pour réaliser Let's get l'intégration de Dr. l'Afrique. Tosina Alors, from j'appelle à Head la of tribune Research and Dr. Economic Yao Policy, Tosina, responsable de la recherche et de la politique African économique Union. au sein de Let's la welcome Commission de l'Union africaine. our speaker. Okay, the next panelist will be Habib Lali, SG of Arab Maghreb Union. Please come up stage also. And thirdly, Mr. Simoyan from Africa Skillscom. Fondateur et directeur général d'Africa Skillscom. Okay, I look at the session as one that will bring together Alors, the discussions for this morning. Disons faire le résumé des discussions And de probably ce give a matin, direction on what is the va way certainement forward. donner l'orientation pour So la how we're suivre. going to approach this, Alors, we'll comment est-ce que start nous allons with nous y prendre? Je vais Dr. Tosina, commencer par le give us docteur Tosina, his perspective, qui va and nous then Thali, and présenter then Simoyan. son perspective. Nous passerons But ensuite à Monsieur by Simoyan. way of a brief background, Mais pour vous planter un peu le décor, I'm vous sure donner un peu de contexte, we all aware that there are several vous RECs, savez tous qu'il y a plusieurs regional CER, economic communautés économiques communities régionales in the continent, sur l'ensemble du continent. and our subject is Et about notre sujet aujourd'hui building a consensus among these porte RECs. sur la création de consensus I know entre you're ces all blocs familiar with régionaux. them, Je sais que vous but les for your connaissez information, tous, we mais have COMESA, pour votre gouverne, nous we avons have AMU, COMESA, nous avons l'AMO, and nous we have avons a community of Sahel and Saharan states, des États du Sahel, the du EAC, Sahara, East nous African avons Community, des États ECCAS, Economic Community of Central African States, des États ECOWAS, centrale, as nous it avons is widely la known, communauté économique des États and de the l'Afrique de l'Ouest, qui est bien connue. Intergovernmental Nous avons Authority également on l'IGAD, Development, and la lastly, communauté intergouvernementale SADC. sur le développement. Nous avons These également are la communauté de pronounced développement de as l'Afrique australe. recognized Ce regional sont economic des RECs. blocs And régionaux I africains underline bien recognize reconnus. because Et in every je literature souligne le that you mot look at, souligner parce que dans the la recognized is littérature, on underlined trouve and it's there. It means there are more, mot reconnu but not all tout of le them temps are recognized as we speak. souligné. Bon, ils existent toutes We ne sont know pas malheureusement that reconnues. Nous savons également there is now the initiative of the Continental qu'il y Free a Trade Agreement. l'initiative de l'accord So our pour la zone de libre-échange panelist, continentale. Dr. Tosina, Alors, nos in no more than panélistes, 10 minutes, Monsieur Tosina aura 10 will minutes address maximum that subject matter. pour You have the floor, sir. nous entretenir de ce sujet. Vous avez la parole.
Good morning. My name is Dr. Dosina. I'm from the African Union Commission. So I would like to thank the organizer for giving me the opportunity to speak to this team regarding how to build regional and consensus around regional economic community to ensure that we get resources to finance our own development. As the chair already mentioned, the RECs, which are regional economic communities, are the building blocks of the African Union Commission, and we try to work more in order to integrate Africa. And these are our building blocks of the AUC. So according to the Abuja Treaty that was adopted in 1991, how to integrate African Union through several steps, 6 steps, and the first step being to strengthen the capacity of regional economic community to ensure that they provide the necessary support to countries on how EU can integrate itself. And one of the main step also is to create the African free trade areas. And as you are well aware, the historic mark have been taken in Rwanda last year in March 2018. And the agreement have been adopted by the head of state, and now last month the CFT entered into force, and now Niamey, the head of state, is going to launch the CFTA process. And we believe that CFTA cannot be effective if we don't have some basic necessary precondition in place, which is to transform African economies, because you are well aware our economy now is being driven by export, and we cannot, the structure of all African economies are being like the same, so we cannot trade among ourselves. So we believe that we need to transform our economy to ensure that we produce a good that can be sold among trade among African countries, and services that can also be traded among ourselves. So without this, the CFTA cannot be really effective. And one of the priorities also to build infrastructure. And you know that the infrastructure need in the continent is around 170 billion to build national, regional, and continental infrastructure, to get road, to get port, and also to get energy to produce, to transform our own economy, the good that we had. You all know that Africa will have an enormous potential, which need transformation, which need industrialization. So there are many opportunities that we need to transform our own economy, but currently now we cannot transform this if we don't have resources put in place to transform them. So in addition, also we also believe that to trade among ourselves, we need also to have unique currency, and the AUC is also working parallel with the Association of African Central Bank, or to fast track the establishment of the African common currency. So a roadmap in place. The roadmap will be discussed from 1st to 3rd July in Niamey with the central bank governor. We have a roadmap that clearly stated some steps how to move forward to the creation of the African Union currency that will be taking place 2042. We also are provided to our Constitutive Act, the Article 19 of the EU Constitutive Act, which called for the setting up of an African financial institution, namely the African Investment Bank, the African Monetary Fund, the African Central Bank, as well as the Pan-African Stock Exchange. So all that projects are in place, and we are moving toward the establishment of them. According to also the Agenda 2063, we were supposed to be established last year in 2018 for the African Investment Bank, and also the Pan-African Stock Exchange, but we have encountered some difficulty. We are not able to establish them. So currently we have 10 ratifications for the African Investment Bank and only 6 signatures. So we have conducting, last week we had a meeting with stakeholders from member states, how to fast track the establishment, or to do advocacy to ensure that all African Union
member states sign them and ratify them so that we can enter into force. With regard to the African Monetary Fund, it will be based in Cameroon. Cameroon will be the headquarters of the African Monetary Fund. We already have 6 signatures and only 1 ratification, so we're also moving forward to fast-track them. So these are the things that the AU is trying to put in place to ensure that we get financing to finance our own development, like Agenda 23, etc., etc. So we cannot finance ourselves. We know that there are so many youth opportunities in Africa, so many enormous youth funding, and we think that working on the financial institution to enable to set up a vibrant, modern financial system, but only the 4 Pan-African institutions cannot do alone. We need to work together with other regional bank, ADB, regional development bank, like also as well as private sector to finance our own development, because we have a huge financial need without which we cannot develop ourselves, and the CFTA cannot also be effective. Are you also well aware of the revenue that have been collected from our own government is around the average around 15% as compared to Latin America, which is 26%, and also OECD country, which is about 36%. So that means we still need to collect, to strengthen the revenue collection to finance our own development. And we know that we have some untapped areas which we can still tap it to ensure that we really collect, we really strengthen our revenue collection to finance our development. Because as you well know, the FGI are declining now, the OD also is declining, so we need to find our own, internally our own resources to really do that from our perspective. So we have enormous problem that we have, enormous investment opportunity that we have, and we need to really strengthen ourselves, building on the regional financial institution, and also work with REX, because REX, as I mentioned earlier, REX are our building blocks, and we have some program, and we need to build on them to try to work together to ensure that we implement the Agenda 2063. And the first meeting being the first coordinated meeting that we're going to have this year, because as you well know, we have AU Summit every year. So this year we have the head of state government have decided to have a joint meeting together, AUC and regional communities, so that we can harmonize and coordinate our effort. And the first meeting will be held in Niamey on the 8th July. During that summit, each president of REX will present the program of REX, each one of the REX, and also AU will present our program, our work program, so that we can coordinate our efforts to ensure that we in REX, hand to hand, to implement the continental development program, which is the Agenda 2063, to ensure that we have a really impact on the ground of our people. In that framework, we also want to put forward the PIDA, which is the Pan-African Investment Infrastructure Program. We also have CADEP, which we're also trying to coordinate together with our partners organization. So all these projects need financing. All these projects need to be implemented through REX. So we need to really build consensus around ourselves to ensure that whatever is implemented at continental level is also mainstream at REX level and also at continental, national level, to ensure that we have a really impact on the ground. So these are some of the things that I would like to share with you, and I stand here if you have any question for me to be able to answer to it. Thank you so much, Mr. Chair. Okay, thank you very much. Those are the insights insofar as the work that is being done by the African Union. Before we pass it on to Mr. Tlali, Dr. Dosina, can you give us comfort as congregants that the regional RECs are truly integrated, and therefore it should be possible to have continental integration? We have prepared a report, which is the regional integration report on Africa,
which really look at what is going on in each region of Africa. As already mentioned, we only have 8 recognized RECs. That means we have several regional communities that have not been recognized, like UMOA and CEMAC, which are really well integrated in terms of monetary union. But when it comes to recognized REC that have been recognized by AUC, we have ECOWAS, and we have EAC, you already mentioned them. We have some regional communities that are really well integrated already, like ECOWAS. ECOWAS, you can move from each one of the countries of ECOWAS to move without only the ID card. When we come to some other RECs, it's very difficult to move among African these countries. So that means there are still some challenges of the free movement in Africa, although it has been signed in Kigali last year, the free movement of people and goods, but it has not been effective. Even the AU passport that has been also launched several years ago, it has not been effective. It's still stayed at head of state level. So that means we need to have continue pushing to ensure that we really integrate. We are really integrated, but we are not late yet according to Abuja Treaty. Yeah, there are some steps that we need to take, and we are currently working with the regional economic community to ensure that these steps are being taken. And the report will be tabled to the head of state summit in Niamey. Okay, thank you. We'll now take it to Mr. Tlali. I think the expectation is we be practical and deal with the question of to what extent are our RECs ready to push the continental integration agenda. You have the floor. Okay, let's give them some time to hook up. One of those that have to hook up. Okay, we all ready? Okay, you can proceed. Allez-y. Permettez-moi au début de présenter brièvement l'UMA. On a entendu parler de la Banque maghrébine ce matin. Une institution de l'UMA. Personnes n'ont pas suffisamment d'idées sur c'est quoi l'UMA. Donc, je vais essayer de donner quelques... Okay, you can use this microphone. Bon, utilisez ce micro aussi, le vôtre ne marche pas. Donc, brièvement et rapidement, l'UMA, c'est un organisme de coopération entre les 5 pays du nord de l'Afrique, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Libye et la Tunisie. Donc cette bande qui se trouve au nord de l'Afrique, à l'exception de l'Égypte. Le traité signé en 1989, le traité de création de cet organisme. Juste quelques indicateurs. Le PIB de cette région s'élève à 420 milliards de dollars selon l'estimation, une étude publiée par la BAD en 2017. La population autour de 100 millions d'habitants, soit 8,3% de la population africaine. Chaque pays dispose de sa propre monnaie. La superficie totale, c'est 6 millions de kilomètres carrés, soit 20% de la superficie totale de l'Afrique. Les principaux produits exportés, c'est principalement des produits miniers, le pétrole, le gaz, les produits agricoles et les produits de la pêche. Les échanges commerciaux entre les 5 pays ne dépassent pas les 4%. Cette région dispose de près de 7000 km de littoral, soit 5000 km sur la rive nord avec la Méditerranée et 1700 km sur l'Atlantique.
Le principal cadre d'opération de l'UMA, c'est la stratégie maghrébine de développement commun qui est ratifiée en 1991 par les 5 pays. Et la principale mission, c'est bien entendu de favoriser et accélérer le processus d'intégration entre ces États membres à travers une approche séquentielle, c'est progressif, comme le mentionne l'autorité d'Abuja. Cette approche a pu fournir des résultats en termes d'acquis, malgré la persistance d'obstacles, et on va revenir sur quelques obstacles qui feront la mission de l'UMA un peu difficile pour réaliser les objectifs. Ce matin, comme j'ai dit, on a entendu parler de la Banque maghrébine, mais également il y a 3 autres institutions principales de l'UMA. C'est le conseil consultatif qui se trouve en Alger, une instance judiciaire qui se trouve à Nouakchott, et l'université maghrébine et l'académie maghrébine des sciences qui se trouve à Tripoli. Et donc la banque maghrébine qui se trouve en Tunisie. Et le siège du secrétariat général, c'est à Rabat, au Maroc. Sans aller en détail sur les différents conseils et la façon dont opèrent les activités de l'UMA, donc je passe pour énumérer quelques indicateurs, quelques éléments qui rend un peu, qui favorisent en quelque sorte l'intégration dans la région, à savoir la similitude culturelle, la langue. Les 5 pays parlent la même langue, la même historique, même coloniale, la colonisation française, à l'exception de la Libye. La croyance, la similitude économique. Les 5 pays sont principalement des pays à activité principale agricole. Le tissu industriel, c'est très limité. Donc, il tend vers une intensification de la production agricole. Mais également, il y a des éléments de complémentarité entre les 5 pays qui peuvent favoriser, je dis bien, cette intégration. Toutefois, malgré ces atouts et l'homogénéité géographique, économique, et culturelle et linguistique de cette région, et devant les obstacles qu'elle rencontre, l'UMA dans son fonctionnement, elle a essayé de trouver des solutions, des alliances et des axes de coopération en dehors de la région en vue de pouvoir avancer sur ces plans d'action. C'est pour cette raison qu'elle s'est orientée vers les programmes et pour chercher une place dans les programmes aussi bien internationaux que dans les liens avec les CER, la coopération avec les bailleurs de fonds et les agences de développement existants dans la région. Et comme aboutissement, elle a pu conclure plus que 14 accords, mémorandums d'entente et conventions avec les différents agences de développement et CER. J'énumère quelques usines, c'est à savoir un mémorandum d'entente qui vient d'être signé en 2018 avec la COMISA, le mémorandum d'entente avec le Bureau de l'Afrique du Nord, CEA, le protocole d'accord avec la Banque africaine de développement en 2000, un mémorandum d'entente de coopération avec l'OMC, l'accord de et la communauté économique de CEDEAO, et
et l'Union du Maghreb arabe avec l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, et un accord de coopération avec la Commission économique pour l'Afrique. Ces éléments ont permis, en quelque sorte, à l'UMA de réaliser quelques avancements qu'on les considère d'une importance capitale aux différents niveaux. Je cite l'exemple au niveau libre circulation des personnes. Elle a contribué à la mise en place de quelques réformes législatives concernant la circulation des personnes. On a parlé ce matin des visas, mais également l'entrée, le séjour et l'accès même au travail dans les pays. La création de 2 institutions fédérales de l'Université maghrébine et l'Académie maghrébine qui sont, je viens de citer, en Libye. L'instauration du prix du Maghreb arabe pour la créativité culturelle et l'accord sur la production cinématographique conjointe, plus un accord sur la création du Conseil maghrébin des maisons du livre national. Sur le plan commercial, préparation et approbation du protocole d'évaluation en douane et du système de règlement différentes, avec approbation par les experts et l'adoption des règles d'origine détaillées. Ils considèrent les règles d'origine euro-méditerranéenne comme base de négociation. Également, il y a établissement d'une liste de produits agricoles libres de restrictions douanières avec des accords pour quarantaine, la coopération sanitaire et la préparation d'un plan d'action régional de lutte contre la désertification, et c'est pour la préservation de l'environnement, avec la réalisation d'une étude de faisabilité pour la réhabilitation et la modernisation de certains tronçons de la voie ferrée du Maghreb. Mais un acquis qui vient s'ajouter à ces acquis, c'est la Banque maghrébine. Sur le plan continental, l'organisation, l'UMA a réussi avec l'ACE à l'organisation, avec l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, d'une série de réunions qui ont abouti à la constitution d'un groupe de travail maghrébin chargé de suivi de la mise en place d'une zone de libre-échange commercial et d'élaborer un plan d'action maghrébin en termes de politique commerciale, facilitation des échanges, capacité de production, infrastructures liées au commerce, financement des transactions commerciales, information commerciale, intégration des facteurs de production, avec l'organisation d'une visite officielle au cadre de l'UMA au siège du commissaire pour discussion et échange pour les possibilités de collaboration et de partage d'expériences. Bien entendu, ça reste beaucoup de choses à faire. Sur le plan politique, on a travaillé sur la coopération sécuritaire et politique entre les pays membres pour transformer l'Afrique en une zone stable, sûre et sans conflit. C'est l'objectif ultime, on essaie de travailler ensemble sur ça. Garantir la libre circulation des personnes du Maghreb et de l'Afrique en général. Sur le plan commercial et productif, on soutenir la sécurité alimentaire en produits céréaliers et développer le commerce des produits agricoles entre les pays du Maghreb avec conservation et gestion durable des ressources naturelles. Également, l'intégration commerciale et fiscale, donner la priorité aux Africains pour accéder au marché africain. En matière d'infrastructure, l'extension de l'étude de faisabilité sur la réhabilitation et la modernisation de certains tronçons de la ligne du chemin de fer du Maghreb à la Libye et la Mauritanie, parce qu'actuellement, l'étude a concerné le tronçon de Tunisie, Algérie et Maroc. Donc, dans le futur, on essaiera de faire l'extension sur la Mauritanie et la Libye.
Mise en place d'une ligne maritime reliant les ports du Maghreb pour favoriser les échanges commerciaux et touristiques. Malheureusement, malgré qu'on dispose de 7000 km de littoral, aucun moyen de transport maritime opérationnel actuellement entre les 5 pays. Et c'est injustifiable, malheureusement. Relier les zones frontalières à l'autoroute entre les pays du Maghreb, l'infrastructure routière existe, mais ça mérite un peu d'amélioration. Et la construction de zones de logistique qui suivent ces infrastructures-là. Et merci pour votre attention. Merci. Okay, thank you very much for that intervention. Merci Now, pour as somebody cette who is présentation in sur the Arab votre Maghreb Union, CER. some of the experiences that are Donc, happening certaines with des the regional expériences RECs vécues is a comparées situation where aux autres CER your heads of state come représentent une together, situation they où les sign chefs to a d'État se treaty, réunissent. it S'il then y a un has to be traité, taken et back ce to the traité-là country to be doit être operationalized. appliqué sur les Different parlements pour le rendre constitutional opérationnel. arrangements. Donc, plusieurs dispositifs Yet, at REC level, doivent être you have timelines to avalisés. achieve a Donc, specific objective. dans les CER, vous avez le temps qu'il Now, faut in pour your own réaliser experience, certains what has objectifs. been the Selon votre challenges expérience, quel a with été le regards, défi because le it's plus not uniform? prononcé How do you then go entrave around those difficulties? l'Union et quelles sont les mesures prises pour surmonter ces difficultés? J'ai cité tout au début qu'il y a des niveaux de... comment dirais-je, l'humain a considéré les différences entre les 5 pays en matière de développement et même au niveau de ces aspects politiques. Et pour cette raison, elle a créé des conseils ministériels à différents niveaux pour tout ce qui est équipement, je crois autour de 12 conseils ministériels qui abordent les sujets et que les ministres viennent s'asseoir ensemble pour débattre les sujets qui les intéressent et pour un peu voir comment mettre en cohérence ces aspects. Tout ça, c'est traité avant tout avec des groupes de travail. C'est les techniciens qui sont amenés pour discuter, voir, éliminer les barrières et proposer aux ministres qui viennent discuter davantage ces éléments-là pour prendre des décisions et les amener à haut niveau. C'est au niveau maghrébin, le premier niveau le plus officiel, c'est le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Et bien entendu, ça apporte les décisions au Conseil de la présidentielle. Merci. Merci. Okay, we move on now to Mr. Simoyan. In all previous discussions, the issue of skills. Yes, we're talking integration. But for that to take effect and take place, the issue around skills in Africa has come up. So we're looking forward to your presentation and providing solutions. Thank you very much, Mr. Chairman. I'd like to thank the ADFI and the African Development Bank for providing this seminar, this forum for us to speak on this subject. And thank you very much, Mr. Chairman. For me, I have a background as a transaction lawyer. I've worked across the continent, and in working as a transaction lawyer, you process a ton of information, and you work on some of these very complex deals, project finance transactions, infrastructure transactions. And what became quickly apparent to me is that, you know, across Africa,
you know, we're not really speaking to each other. We have this incredible pool of talent across Africa that are in the development financial institutions, and the Africa regional economic communities, and the development agencies, and we're not really harnessing this talent pool and deploying this talent for the benefit of Africans and for the benefit of projects in Africa or transactions on the African continent. So, for example, we have professionals that are, you know, bilingual in Africa, trilingual. On the flight here, I spoke to someone who can basically work in Arabic, French, English, and I think Portuguese. And I was just like, wow, okay, incredible. So, you know, as I processed this information, and I thought, okay, what sort of solution can we provide? If you're an African professional, you're working at a top level, and you're looking for opportunities to work in another jurisdiction in Africa outside your home jurisdiction, there's really no platform where you can get this information from. So, for example, I'm Nigerian. I want to work, you know, I want to work on projects in South Africa. Where do I get this information? How do I make this happen? So the first step that we sort of thought of was, okay, let's create a platform where we're going to publish all these job opportunities in Africa. So we've created a platform called africaskills.com. And the first step we've done is to sort of aggregate all the information around job opportunities in Africa on the platform. So the job opportunities from the African regional economic communities, from the development financial institutions, from the development agencies. We'll aggregate this information, publish it, make it available to everybody in Africa, especially what I call the knowledge professional in Africa. So for me, there are basically maybe 3 types of professionals that I look at, you know, in Africa. There's the DFI professional, or the that works in the DFIs in the African regional economic communities. This professional is very smart, sophisticated, bilingual, trilingual. There's also what I call the in-house resident African professionals. These are professionals that are resident in Africa, have worked in Africa, they have majority of their work experience in Africa, and they have a specific nuance in understanding their local environment. So that's the second category. The third category is Africans in the diaspora that are homesick for whatever reason. They feel they have more opportunities back in Africa. How do we attract these people to come back to work in Africa and deploy their skills, their knowledge, their expertise to Africa? So those are the 3 professionals we had in mind when we went about creating this platform called africaskills.com to sort of address the you know, flow of information about job opportunities in Africa, and information on specific you know, institutions in Africa. Okay, maybe I've worked in the AFDB. I want to work in the Development Bank of South Africa. How do I get this information? You know, the information is it's just all over the place, and I shouldn't have to go to a UK website or go to a foreign website to really find out what's happening in Africa in terms of opportunities, and be able to get that information on what's really happening. Now, in sort of how this sort of meshes with regional integration is, if we are able to get people to have this information
about these opportunities all over Africa, it becomes easier for them to move around. I know there's specific issues around visa. I know the FDB has a visa openness index, and I believe with time we'll get over some of these issues. But it's very important as Africans that we need to start opening opening up our countries to the movement of skilled professionals. This is very important. I mean, with a few exceptions, I want to say there are very few roles where you have to hire expatriates today in Africa. If you do a proper search, you will find an African somewhere, someplace, somewhere in the world that can, fit into the role you have on your project, on your deal, on your transaction, and provide that expertise, provide that knowledge for you. There's an African somewhere. So, so that's the thing. The other thing I wanted to sort of go over, it was mentioned in the last session, was talking about, I think there was a discussion around technology startups, most of these startups being done by young professionals, and how they access funding for the startups, and that being, a real issue. I think that the ADFI and African, people who are involved in projects in Africa should look into, how do I put it, creating a fund or funding for these professionals. Now, the African in the diaspora, the Africans that are resident here in Africa, that are the young people in Africa, mostly millennials, that are pushing some of these tech projects and tech transactions. They're incredibly smart, but access to funding is a huge, huge issue. Now, I'll speak to what I see happening in West Africa, which is that a lot of the time, these kids end up getting funding from outside Africa. So they will get funding from Silicon Valley, from California for their projects. A couple of startups in Nigeria have done that. I think Paystack, I think they're going $40 million, and some other companies. Now, the issue with that is this. When they get the funding, they tell them to, as part of the deal structure, they tell them to reincorporate in Delaware, or they reincorporate in California. So the entity in Africa, whether that's in Kenya, Nigeria, Tunisia, just becomes a shell. So all the value gets created here in Africa, and that value gets taken out because they provided the funding. And, in the course of negotiating the financing and everything, they set up the deals in such a way that a lot of the value is extracted. So I'm going to stop there. I can continue talking, but I think we've tried to provide a solution for Africa where we have this platform that can, help you, have full disclosure, full publication of jobs in Africa. If you're looking to hire a specific skill, talent, that's, you're having issues, we can assist with that. The other thing the site is going to do, that's like, so the second phase is also sort of publish tender opportunities and procurement opportunities all over Africa, so that once again, African institutions, African companies that don't have this information readily available, they're not aware of it, that they can basically, look at some of these tender opportunities, bid opportunities, and put in bids and tenders for these projects in Africa. So I'm going to stop there, Chair. Thank you. Okay, thank you very much. How we are going to proceed? We'll have a small intervention to take on the discussion, but if you can, in the meantime, prepare your questions, we'd like to engage with you. Now, one of the challenging issues that have come up from time to time, wherever you go, and there's a discussion around Africa, is the issue of youth unemployment. And it's often referred to
to a time bomb waiting to explode. At the same time, you look at the demographics of the population. As Africans, we are told there is an opportunity of reaping a youth dividend. Now, you are in the area of skills, you are in the area of availing opportunities. Are the youths prepared and willing to move from one jurisdiction to the next? Secondly, the last time I checked, a degree that is undertaken in Canada and the UK will have high accreditation than a degree done down in Eswatini or whichever country. Now, how do we deal with that challenge if we can't recognize our own education system? Thank you, Chair. I mean, it's a very good question that you've raised. I mean, the first sort of question you've asked is, are African youths ready to move to other jurisdictions to work and everything? I think so, especially among the younger generation, the millennials. They've grown up on the internet. In my village, kids are, on the internet. They're informed. They know what's going on all over the world, even though they've not left the village. And where I come from in Nigeria is the central part of Nigeria, just before you get up north. So it's not as if they can just, they're not close to the big cities. That's what I'm trying to say. But they're pretty well informed. And because they're well informed, they want more out of life. They want more than the previous generation want. They're adventurous. And if it means working in another jurisdiction, they're very open to it, because a big problem we have right now in Africa is that a lot of the young, especially Nigeria has this huge problem. A lot of the young people that are educated outside Nigeria, they've gone to the universities in Canada, UK, in the West, they come back and there are no jobs for them. And it's a huge, huge problem. So they come back, they stay a couple of years, and then they're like, okay, you know what, I can't hack it. I'm going back to the West. And Africa is losing on this talent pool. So it's important that we in Africa create the enabling environment to keep our talent here in Africa for the benefit of Africans. Now, to the second issue you raised in terms of African degrees not being really recognized compared to the local degrees, to the international degrees. It's funny because growing up in Nigeria, it was the other way around. If you could not hack the Nigerian educational system, your parents would send you abroad. You'd go abroad to school, and that would be the joke. It was too tough. He couldn't handle it. He had to leave. So it's been really interesting watching this dynamic to a situation where Africans and Nigerians are schooling anywhere in the world just to have that foreign university degree there in Turkey, Cyprus, India, wherever in the world, and I think the DFIs, regional economic associations in Africa have a part to play in really strengthening the capacity of African universities and localizing some of these courses for the current economic climate in Africa. So I'll give you an example. And then
added to that, we also need to sort of, I won't say de-emphasize white-collar jobs, but we need to start emphasizing, you know, technical schools and schools where, you know, people are always going to need welders. I'll use welding as an example. In Nigeria today, a lot of the welders, you know, they're not from Nigeria. You get them from other countries. And there are huge projects going on in Nigeria all the time. Welding is something where there's a huge global demand for it. It's not just a Nigerian demand. There's a demand in the US. There's anywhere where you're doing construction, you're doing in the oil and gas industry, you're building oil pipelines, you're doing all these infrastructure projects. There's humongous demand for welders to do this work. So just off the cuff, one of the things is that the development agencies could look into, setting up a technical institute for welding. That's just one of the ideas that comes off the cuff to me. But the other thing also is, in some of the projects that are being done, well, let me delve back to the, let me go back a second to the issue of our local universities and everything. I think that in hiring and recruitment, all the regional DFIs, development agencies, we need to make a conscious effort to recruit the best from African institutions. We can't say, oh, we're African institutions and everybody has a foreign degree. Oh, it seems to be that we're promoting foreign degree. For me, personally, the best sort of professionals in my career have been people who have both. They're educated in Africa, they've worked in Africa, they have knowledge of the environmental landscape, the issues you come in contact with when you're doing deals and transactions. To me, those are the best professionals, you know. And we need to sort of encourage this throughout Africa, where our institutions, we hire from the university. So, for example, internships, to create more internships and could create sort of a path where if you are doing a course in development agency, or you're doing a course if you're doing a course in development banking, or that sort of course, or you're doing a course in international law, diplomacy, we could create a path for you to get into some of these institutions in Africa. But as that now, if I'm a 17-year-old kid trying to get into university, you know, and I don't see a clear path where I can get into these institutions in Africa. But the last thing that I think needs to be done is we need to, some of the universities, we need to sort of build their capacity more for the current economic climate in Africa. I think that is really, really key. Some of the curriculum is outdated. With the internet, I think you could self-educate yourself and you could learn a lot of stuff on the internet. But there are certain skills that the African economy needs, the global economy needs, and we need to sort of, assist the university to sort of change the curriculum to sort of reflect this. Thank you. I hope that answers your question. Okay, let's get to the point where we converse with the audience. We'll take 2 questions, respond to that, and conclude. Any burning questions? Do DFIs see a role? I see one question that side. Can I identify the next question so that I know from here where do I go? Okay, we have one question, so we'll just deal with that one. And then the panelists, okay, we have 2. Then the panelists will conclude. It's Emmanuel Jara from FDB. My question is addressed to Mr. Tunde about the diaspora. You speak about the diaspora, what the diaspora could provide in terms of the improvement of the capacity in Africa.
I want to understand better what you do in this area with the diaspora. Okay, let's take the next question. It was right here in front of us. If you can move the roving mic, or if that thing helps, if that's working, you can use it. It's not working. Okay. Good afternoon. My name is Uzoma Nwagba. I'm with a delegation from the Bank of Industry in Nigeria. The question is to Dr. Dosina. You had mentioned that the timeline to the single currency across the continent was 2042. It seems quite a long time. So I was just curious, what are the steps or the milestones that take us from now to 2042 for the regional integration? Fair question. We all want to experience it in our lifetime. Thank you so much. Yeah, thank you so much for posing that question. I think initially in the Abuja Treaty, the timeline was 2032. And you look at the original Abuja Treaty. So it was, as I mentioned earlier, it was adopted in 1991 and entered into force in 1934. And the first stage was 5 years to be to create or strengthen our capacities up to 2000, and from 2000 to 2007 to coordinate among REX policies and program to ensure that we are meeting certain criteria up to 2007. The free trade areas, it was supposed to be set up in 2017. That happened last year, the African Continental Free Trade Area. So after the Continental Free Trade Area, we have to set up the Custom Union in 2019. The Continental Custom Union, 2019, but that's not happening now. And from 2019, we have to have Continental Common Market in 2023. The Continental Economic Monetary Union in 2028, and the Common Currency in 2032. But we have some challenges that we are having, you know, the REC are not moving forward. Some REC are moving forward, but compared to UMA, as the colleague has just mentioned, we have also CENSAD, which is also around 27 countries. CENSAD is taken from north, south, east, and west. Country from there, but this country already belonging to some of the, like for them, many countries from CENSAD are part of the ECOWAS, are part of the ECAS, which is Central Africa, and from north as well. So there is this multiplicity overlapping of resources that creates also some challenge to move forward. And so now we are currently working with the AACB, which is the Association of African Central Bank Association. We come up with a new timeline, and with this new timeline will be discussed in Niamey from 1 to 3 July. To come out, I have a new timeline here, so we are now putting, consider all these challenges that were supposed to be, there are some steps that were supposed to be taken, there are some programs that are supposed to be carried out. We are not being there yet, so we are not set a new timeline based in mind on what I already mentioned. That we have. So we're now putting the timeline at 2042. So that all the things are in place. We have the system of payment are in place. We have regional central bank are in place. The macroeconomic convergence that will also be agreed in Niamey. We have a clear macroeconomic convergence criteria, the first level, the second level, and we try to carry out peer review mechanisms to ensure that countries are meeting this the criteria before the central bank is in place. The current convergence criteria that we have developed
some countries or some regions are different timeline or different criteria. So we try to put a consensus around them so we can all agree as member state or regs so that we can also whenever they agree, we can move forward in the implementation of the convergence criteria. And we're going to also to set up the African Monitoring Institute that will help us, will help the Commission, with the expert from all member states, will help the Commission to monitor the implementation of the convergence criteria. So there are some timelines that I've already mentioned is there in my document. We have development of payment and clearing system. We have the interconnectivities of payment system and clearing system. We have a promotion of the African bank network. We also have a development of the framework for harmonized CPI. So these are clear timelines. If all these are not in place, we are not sure that the bank will be established. So we have to work step by step, implementing the macroeconomic convergence criteria. Action need to be taken, payment need to be taken, and also the creation of a regional bank, regional central bank need to be in place before we come out with a common central bank that will be in 2042. So these are some of the things that we cannot do it now, and we need to work on it before we get there. So that I will Thank you. Diaspora question in 30 seconds, and then Charlie will just make the last comment so that we conclude. Thank you very much. With regards to the Africa diaspora, we do executive search and recruitment, and one of the things is to basically recruit people from the diaspora that have the skills to work in Africa. So it's not just the tech platform we have. We do executive search and recruitment and help people in the diaspora that have this skill and are willing to come back to Africa and have the right mentality about Africa, because we don't want people coming back to Africa who really don't want to be in Africa. So we try to make sure that you really want to be here, you really want to contribute to the opportunities here, and you really want to make an impact. If you want to make an impact, Africa is the place to be. You can make a huge impact here. There's so many things to do. There's so many projects to work on. There's so much opportunity for meaningful work in Africa. As a conclusion, probably the best thing I can say now is that to go fast, go alone, and to go far, go together. That is fundamental for our discussion. I think from here we got that working together is not a choice anymore. It is an obligation of the Okay, that brings us to the end of the session, but before I close, let me take advantage of this platform. Dr. Dosina, Eswatini has filed a bid to host the secretariat of the CFTA. So you just close your eyes and tick, and you pass it on to Eswatini. So we are working with you. We are ready to help you. Let's give a round of applause to our panelists, and thank you very much. We'll formally be closing the workshop, and I will be inviting Mr. Lucas Meso, the representative of the chairman, to give a closing remark. But before you come on board, let me inform us that our General Assembly meeting will hold tomorrow, the room next to this, starting at 12. So we'd like every one of us to be present, because it affords us the opportunity to discuss about the association. Then secondly, my colleague passed a lunch ticket. We'll be having our lunch opposite this building, Restaurant La Gaviota Annex.
there is a pedestrian bridge. We walk across the road, then the restaurant is there. Disons, une My colleague will be leading passerelle, us to the place. vous emprunterez Thank la you. passerelle et ensuite vous serez dans le restaurant Gaviota. Je vous remercie. De toute façon, on vous y conduira. Thank you, Cyril. Je vous remercie, Cyril, I de know me passer la you are parole. now very hungry. Je sais que vous avez l'estomac. But before we make our final remarks, Mais avant I just want de to clôturer, recognize je voudrais tout simplement the chairman of the Agriculture Finance saluer Corporation, la présence Mr. Franklin de Bett. Monsieur Franklin Bett. He was the minister Monsieur for Franklin roads Bett était ministre in our chargé government. des infrastructures routières. And when you dans talk notre about integrating gouvernement, et Africa, lorsque nous parlons de he l'intégration was du continent one man who was africain, behind il faut dire que the Monsieur LAPSET project, Bett I think a the one the DBSA was travaillé talking about. énormément dans le cadre du So it's good projet for you also dont to la Banque hear de him développement just d'Afrique say du one Sud word a, as we parlé close. tout à l'heure. Mr. Bett, Et je pense que je vais lui Karibu. donner la parole pour qu'il nous dise un ou deux mots. Karibu, Monsieur Bett. Can you clap for him? Pouvez-vous s'il vous plaît applaudir pour lui? What do I say now? Qu'est-ce que je vais After dire à 4 présent? brilliant guys Après les quatre did a lot interventions of good très to the brillantes topic of des today. panélistes qui m'ont But there précédé is dans la one prise de thing parole. which I have noticed. Écoutez, j'ai tout For de over même 30 years, observé quelque chose pendant when I plus was de in active 30 ans, service, lorsque j'étais en we went to so activité many countries normale, nous avons discussing visité de très integration. nombreux pays où nous discutions That des is quite a long thématiques period. relatives à And here we are l'intégration. today Et il y a 30 ans in déjà, Malabo et aujourd'hui nous discussing voici à integration. nouveau à Malabo discutant de la But thématique de none of us l'intégration. is willing Mais to aucun discuss d'entre nous, j'ai dit bien aucun, the big creature in the house, n'est en the big mesure elephant in the house. de parler du gros Regime éléphant change, que nous regime avons changes. ici, les changements You de agree régime. today Vous êtes d'accord aujourd'hui with this president, avec, disons, and there's a new president chef de tomorrow, l'État, et le lendemain, doesn't vous want to avez hear un what you nouveau discussed chef d'État qui last ne year in veut Malabo. rien entendre, hein, One big de example. conclusion In de this city of Malabo. Malabo, À titre d'exemple, it was agreed as a way of a general benefit to the whole of the continent of Africa. Ce serait That bénéfique pour l'ensemble du in your continent. budget, Dans votre you should be providing for 10% alloué 10% into agriculture. à l'agriculture. None of us Alors, has done. aucun Or de if you have nous done ne it, l'a raise fait. up your hand. Bon, ceux qui l'ont fait, qu'ils lèvent And la that main. was a matter for Alors, bringing us together to work cela in unison. était censé nous faire travailler. I will give you the à example very l'unisson. quickly so Je vais that I vous may donner shut up and go. un exemple très rapidement pour vous développer. When I was Minister for Roads, Lorsque j'étais ministre chargé des infrastructures, the three presidents of East Africa les trois présidents de l'Afrique were in unison. étaient They were thinking sur la together. même longueur d'onde. Ils And we pensaient did a lot of ensemble. roads, Et ils ont and we even improved on our airports. We even worked out what was going to be the best railway line linking Kenya, Uganda into Rwanda and into DRC. en passant par la RDC. Immediately that Alors, regime, those three regimes changed. Régime malheureusement Everything changé. changed. Et tout a changé avec So, as we discussed, ladies and gentlemen, dans le même temps. the Alors, issue of mesdames et integration messieurs, in la Africa. question de l'intégration en Afrique, There is enormous benefit in terms of our produce reaching each one of us. The products we produce out of our factories, in our various factories, there is a huge market for us in Africa. Before we even think of away Africa. But when shall we au-delà de l'Afrique, actually and really quand est-ce que nous allons véritablement think together? commencer Leave à alone the brilliant réfléchir, guys penser ensemble. talking nicely out here Bon, on entend de beaux with discours my good friend from Eswatini gauche, moderating. on a parlé So I want to leave dans you une session, that on there avait is a parlé very du royaume huge d'Eswatini. animal Alors, in the house. il y a quelque chose dont on Thank ne you veut very pas much. parler et il faut en parler. Je vous remercie. I have a great chairman, and I like Alors, j'ai un très carrying him grand along. président. Thank you Alors,
Thank you very much, all presenters. You have actually done a great job. And looking at what you have said, I just want to encourage each one of us that you use this forum to do proper networking. You have big brothers from IDC South Africa. You pass my regards to Fiwe Marumo. They were in our institution the other day. DBSA has been helping us, and other institutions. I think we are now thinking as one people, and that's the essence of us being here. So for those ones who have done the presentations, we will be able to record all that you have said and share the same to the wider audience, and we will also try our level best to see how that can be implemented. As you enjoy your lunch, remember what we have discussed, and also that we still have 3 other sessions that will go ahead, will go a long way in assisting the development finance institution in Africa. So thank you very much, and may God bless you, all of you.